Ben, merci, man. Je suis content que tu sois là, honnêtement. Ben, je suis content d'être là. T'es mon premier fighter Ah ouais? que je reçois. Puis j'ai lu sur toi. C'était vraiment intéressant. J'ai écouté quelques podcasts. J'ai du temps récemment et tout. J'ai pas été trop deep parce que j'aime que tu me racontes des trucs que je connais pas. Mais ta mentalité, j'ai vu peut-être, je sais pas, une demi-heure de tape de toi hier. Puis je suis dans mon salon, là, puis tabarnak, gros, j'avais le goût de tout péter, Chris. J'étais motivé, là. Puis j'ai vu la scène avec Silva, je pense. Anderson Silva, ouais. Ouais, je suis pas un fan de MMA ou du UFC en général. Fait que je sais pas trop les noms, mais reste que t'étais rendu au 3e round avec, puis il se rend jamais au 3e round. Ah. Puis là, tu check la cam, t'es comme 3. Puis là, ton genou te lâche. Hey, man, j'étais en tabarnak. Hey, je capotais chez mon salon. Je sais, ben non. Est-ce que je suis en crise? Ben écoute, cette image-là a fait le tour, évidemment, de la planète des sports, la planète des arts martiaux mixtes. Ouais. C'est sûr. Écoute, j'étais le premier gars qui amenait Anderson Silva au 3e round à l'UFC. Et dans ce temps-là, Anderson Silva était au top, là, vraiment. Puis il était comme inatteignable, imbattable. Puis j'ai comme montré dans ce combat-là, c'est le premier d'avoir montré qu'il était battable, tu sais, qu'on pouvait faire quelque chose contre lui. Malheureusement, mon corps m'a lâché, j'ai arrivé une bad luck au mauvais moment, mais tu sais, je peux dire, je dis tout la même chose, tu sais, je peux dire que j'ai joué au hockey avec Wayne Gretzky, puis j'ai été capable de le déjouer 2 fois. Tu sais, j'ai peut-être pas compté un but, mais. Ouais, non, c'est bon. T'as-tu eu un rematch avec ou non? Non. Non, parce qu'après ça, tu sais, je me suis fait reconstruire 2 fois le genou, j'ai été 1 an et demi à l'extérieur. Quand je suis revenu, le fameux ring rust qu'on appelle, là, la rouille, tous les athlètes pensent qu'ils sont au-dessus de ça, mais quand tu n'as pas compétitionné pendant longtemps, en entraînement, ça va vite. Quand la porte se ferme, ça va 10 fois plus vite. Fait que j'ai perdu 2 combats de suite. Même si j'avais donné... mon combat de retour, ça avait quand même bien été. C'était l'UFC 113 ici à Montréal. Puis ça avait bien été, mais justement, je me suis fait passer une soumission. Puis après ça, mon combat d'après à l'UFC 121, écoute, ça avait été vraiment un combat, mon pire combat à vie. Puis là, je me suis fait montrer à la porte du UFC. Fait qu'en 2010, de 2010 à 2012, j'étais à l'extérieur du UFC, jusqu'à temps que je revienne en 2012. Je connais pas trop comment ça fonctionne, là, mais admettons que tu veux rematch contre quelqu'un. Tu peux-tu juste comme le dire? À UFC, allô, je peux-tu... Si je m'étais pas blessé... ça aurait été plus facile. Là, il y a beaucoup trop de temps que se sont espacés. Puis quand je suis revenu 1 an et demi après, il était complètement ailleurs. Le sport va vite. Là. Puis les carrières de ces gars-là vont vite aussi. Il avait défendu son titre 2 autres fois aussi. Fait que je revenais après 1 an et demi. Fait que c'était rough un peu de me donner un rematch tout de suite. Puis après ça, c'est moi qui n'ai pas fait de la job. J'ai perdu 2 combats de suite. Puis après ça, ils m'ont mis dehors. T'sais. Puis te reprennent après, je comprends pas. Ils te disent tu fais partie de la fédération, peu importe, de UFC. Puis après, tu redemandes à être là ou c'est Non, eux? dans le fond, je suis retourné dans des ligues régionales. Ouais. Ce qui était très dur pour l'orgueil. C'est sûr, même. Tu sais, je veux dire, je me battais au championnat du monde à Chicago devant 20 000 personnes qui criaient mon nom. Puis 2 ans après, je me battais à Blainville devant 750 personnes. C'est rough sur l'orgueil. Mais, tu sais, c'était ma passion. Puis j'ai décidé de repartir sur des bonnes bases, puis j'ai décidé de faire les sacrifices nécessaires pour retourner à l'UFC. Fait que, tu sais, je me suis battu ici à Montréal, je suis allé me battre au Brésil, dans le fin fond de l'Amazonie. Tu sais, je me trouvais des combats, parce que les combats pour moi, c'était difficile à trouver, parce que je m'étais quand même battu au championnat du monde au UFC. Ouais. Fait que là, dans les ligues régionales, c'était un petit peu plus compliqué de trouver des adversaires qui voulaient se battre contre moi. Fait que c'est ça, fait qu'on s'est promené. Puis après 4 victoires de suite, l'UFC m'a rappelé. Puis j'ai toujours été en bon terme avec l'UFC depuis que je suis rentré, pour plusieurs raisons. Puis il m'avait dit exactement quoi faire. Il m'a dit, gars, gagne, puis finis tes gars. On a besoin d'une raison pour te ramener. Puis je savais que s'il allait me rappeler, c'était à cause qu'il y avait eu une blessure, puis j'étais comme un late replacement. Là. J'allais être un remplaçant de dernière minute. Puis c'est exactement ça qui est arrivé en 2012, quand je suis revenu à Las Vegas contre Kong Lee. Là. Puis tu gagné ton combat. J'ai perdu mon combat de retour, mais ça a été un des meilleurs combats de la carte. Puis après ça, je me suis battu ici à Montréal contre un Italien. J'ai gagné. Puis après ça, j'ai décidé de descendre de catégorie de poids à 170 livres. À quel point ça joue ça, mettons? Tu sais, la différence entre, mettons, je sais pas moi, un sport olympique canadien, où ce que tu tes médailles fait que tu finis par être là, versus l'UFC qui est plus un peu spectacle, un peu... Est-ce que même si tu perds, si les combats sont incroyables, comme que tu as fait ton retour, est-ce que ça te permet de rester plus longtemps? Absolument. Ah ouais? Ouais, puis ils nous le disent aussi. Nous, on s'en fout que tu perdes.
C'est de la manière que tu perds. C'est sûr que si tu perds 5-6 combats de suite, ça se peut que tu ne reviennes pas, mais il reste qu'il faut que tu gagnes quand même, mais il faut que tu donnes un spectacle. Aujourd'hui, le sport est rendu un spectacle de ce sport-là. C'est plus un spectacle-sport qu'un sport-spectacle, je te dirais. Fait que c'est beaucoup plus axé sur donner un bon show dans l'octogone. Et c'est pour ça qu'il y a des bonnies monétaires quand tu donnes un bon spectacle, des performances de la soirée, des knockouts de la soirée, des choses comme ça. J'avais aucune idée de ça. Tu as des bonnies monétaires, des bonnies de 50 000 à des combattants qui sont sur la carte, dépendamment de la performance qu'ils vont faire. Fait que ça motive les athlètes à en donner encore plus, à donner des spectacles. Puis c'est ça. Puis tu sais, veux pas, les athlètes dans ce sport-là ne sont pas super bien payés si tu compares aux autres athlètes professionnels. Fait que ça motive encore plus les gars et les filles à se dépasser pour aller chercher 50 000 $ de plus. T'as-tu déjà eu des bonnies ou c'est... Ouais, j'ai déjà eu 4 bonnies, je pense. Ouais. 4 bonnies, puis knockout, puis combat de la soirée, ouais. Là, j'ai pas dit aux gens qui écoutent qui tu es, là, mais en général, je le dis au début, sauf que là, on est parti sur une vrille. Mais tu es un ancien combattant de MMA, justement. Aujourd'hui, tu fais plein d'affaires. Tu as un podcast dans la cage. Tu animes à RDS. Tu co-animes aussi où est-ce que tu commentes les matchs. Tu as des livres aussi. Tu as 2 livres. Qu'est-ce que tu as d'autre? T'as plein d'affaires. T'as un gym. T'es entraîneur, t'es coach. Fait que t'es resté hyper actif, même si c'est plus un combat. Je veux qu'on parle un peu du début. J'ai tout lu, mais je veux que tu m'en parles davantage. Puis t'es arrivé vraiment d'avance. Puis ce que tu me dis, c'est mon côté militaire. Puis là, clairement, on part de là. En fait, non, on part un petit peu avant. Dans ta jeunesse, là, adolescent, on a pas un préjugé, mais on se dit un peu, les gars du UFC, c'est quand même des gens un peu qui ont besoin d'être violents, peu importe, là, qu'il y a un cliché, mais dans ta jeunesse, avant d'être dans l'armée à 19 ans, comment ça se passe, ton adolescence, quand tu es? Ben, je te disais, ce cliché-là, c'était vrai au début. Dans les années début 2000, là, c'est vrai. C'était des bad boys, c'était des gars qui se battaient dans la rue. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. On a changé l'appellation de ce sport-là aussi. Avant, c'était des combattants qui faisaient du combat extrême. Maintenant, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. Pour moi, c'est super important qu'on fasse la distinction entre les deux parce que, je veux dire, il y a tout le temps des pommes pourrites dans un sac, là, mais très rarement, tu vas voir des athlètes d'aujourd'hui qui font ce sport-là, qui vont avoir du trouble à l'extérieur de l'octogone. C'est très, très rare. Les gars, c'est des athlètes maintenant. C'est plus des fighters, c'est des athlètes. Fait que, pour moi, c'est super important d'en parler et de faire la distinction, que le monde comprenne. Oui, c'est vrai que c'est la même chose, c'est 2 gars d'une cage qui se tapent sur la gueule, mais quand tu vas un petit peu plus loin que ça, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup plus de subtilité dans ce sport-là qu'il y en avait là, 20 ans. Ben oui, tu maîtrises plein d'arts martiaux. Il te faut une structure d'entraînement, il te faut une structure de vie incroyable là, pour réussir ça. Fait que pour revenir à ma jeunesse, non, moi, j'ai eu une enfance bien heureuse. Écoute, j'ai été élevé par ma mère. Ma mère était monoparentale. Puis j'ai tout le temps été dans le sport de très, très haut niveau. Moi, j'ai joué au soccer. J'ai pas joué au hockey, j'ai joué au soccer. Moi, j'ai joué pour l'équipe du Québec. J'ai tenté ma chance pour l'équipe nationale junior aussi. Fait que, j'ai tout le temps, j'ai resté quand même dans le sport toute ma jeunesse. J'ai été au Jeux du Québec à badminton. Mais non! Ouais, je te dis. Fait que, tu sais, je faisais plein de sports, puis pour moi, c'était facile c'était facile de performer dans les sports. Puis, à un moment donné, puis j'étais bon à l'école aussi, au secondaire. Puis au secondaire, quand t'es logique, tu fais juste écouter, pour moi, c'était facile. J'avais une moyenne en haut de 90. Puis quand j'étais arrivé au cégep, j'étais arrivé le premier cours, il dit on se revoit dans 2 semaines, vous avez 15 pages à revenir. J'ai dit, tu peux pas me laisser 2 semaines tout seul, ça marchera pas. Fait que c'est là que ça a comme la chaîne à déraper un peu. J'ai commencé à travailler dans les bars, puis commencé à avoir plus ma vie festive qui était plus impliquée. Puis j'ai toujours aimé ça, puis j'aime encore ça. Avoir du plaisir, puis sortir, puis avoir du fun avec mes chums. Puis à un moment donné, garde, je me suis dit, il va bien falloir que je fasse de quoi. À un moment donné, je suis rendu à 19 ans. Puis je me suis engagé dans l'armée, dans le 22e régiment à Québec. Puis, écoute, je ne retournerai pas, mais c'est des années que je ne regrette pas du tout. Écoute, j'ai eu des expériences de vie assez uniques. J'ai servi en Bosnie en 2002. Fait que, puis j'ai encore des super bons amis qui sont là-dedans, qui sont retraités maintenant. Mais écoute, c'est une expérience de vie que j'aurais pas pu avoir ailleurs. Mais ça aussi, on a un peu un cliché là-dessus sur les gens qui vont dans l'armée, sur à quel point c'est trop strict, à quel point c'est comme des gens qui ont pas d'éducation, parce que je veux dire, souvent on a un cliché sur l'armée que moi je trouve ridicule parce que l'armée c'est quelque chose qui peut t'apporter tellement de bénéfices. Il y a une structure, il y a quelque chose qui est incroyable dans l'armée qui peut... T'as raison, parce que je pense que la discipline de vie que j'ai eue pour être un athlète professionnel, pour me rendre
haut niveau, je pense que je l'ai acquis dans l'armée aussi, parce que veux pas, l'armée, c'est de la discipline. Un petit peu. Moi, je trouve ça drôle, parce que moi, je suis sorti de l'armée, parce que j'étais tanné, justement, de la discipline, puis de la non-logique, des fois, de la discipline aussi, du mode hiérarchique, que c'était pas nécessairement le meilleur qui était ton boss, mais parce que ça faisait lui qui était le plus longtemps. Fait que c'est un peu pour ça que je suis sorti de là. Je voulais tenter une carrière en arts martiaux mix aussi, qui était quasiment 1% de réussite dans ce temps-là, quand je suis sorti en 2003. Ça a bien tourné, là. Mais non, écoute, ça a été des belles années, puis comme je te dis, ça a été une expérience de vie qui m'a amené ailleurs, puis qui m'a amené à voir d'autres choses aussi. Puis, tu sais, peut-être d'apprécier plus ce que j'ai chez nous aussi. Tu sais, à Bosnie, on est allé en 2002, on a vu la misère. Tu sais, c'était pas la grosse guerre, là, comme en Afghanistan. Qu'est-ce qui se passait en Bosnie? Pourquoi tu étais là? C'est quoi ton... Nous autres, on aidait à reconstruire le pays, dans le fond, puis à reprendre la paix. Parce que ça faisait, je pense, 9-10 mois que la police était en grève, fait que c'était un peu free-fall là-bas. Il n'y avait plus nécessairement de poches militaires qui se battaient une contre l'autre. Tu sais, les Serbes, les Croates, puis la guerre était quand même assez finie. Là. Il reste que nous autres, on se promenait, on allait aider les familles, on se promenait des montagnes, à un moment donné, on arrivait, puis il y avait une maison là, avec des enfants, des troupeaux de moutons. On me demandait toujours comment t'as fait pour te ramasser là. Il n'y avait pas de char, on leur ramenait du linge, on leur ramenait du gaz pour leur auto. Mais tu as vu ça, c'est un autre aspect de l'armée que les gens, des fois, oublient, tu sais. À quel point il y a quand même des missions qui sont, entre guillemets, humanitaires, qui viennent aider. Tu sais, des millions d'histoires de gens, de gens dans l'armée qui ont aidé des familles, qui ont sauvé des civils. C'est super important de pas... Puis l'armée canadienne est très bien perçue, très, très aimée. Dans le monde. Nous autres, on arrivait, puis tout le monde nous invitait dans leur maison, nous faisait des petits cafés, nous servait des fois de la Slovovitch, qui est leur alcool maison, 92% d'alcool. Fait qu'eux autres sont bien fiers. Eux autres, c'est leur fierté de faire leur propre Slovovitch. Fait que là, ils nous faisaient tout goûter ça, mais à 92% d'alcool, ça goûte toute la même affaire. Là. On s'entend, ça goûte la marde. Ça goûte fucking exactement. Fait que, mais tout le temps super bien accueillis, puis non, écoute, on était là-bas comme en béret vert, donc ça veut dire que en cas d'attaque, on avait le droit de se défendre. Pas comme un béret bleu, pas comme un casque bleu qui sont là vraiment humanitaires. Nous, on était là pour reprendre la paix par la force si on avait s'il avait fallu. Mais on n'a jamais eu besoin de faire ça. OK. Puis c'est en revenant de la Bosnie que là, tu fais « Je quitte l'armée ». En revenant de la Bosnie, j'ai commencé à m'entraîner. J'avais commencé un petit peu à m'entraîner avant de partir pour la Bosnie. Okay. Puis après ça, j'ai commencé... en boxe, en judo? Ouais, plus en judo. J'avais fait du judo quand j'étais jeune. Après ça, la boxe. Puis j'avais fait un combat amateur, je pense, avant de partir. Puis j'avais perdu. Mais j'étais comme tombé en amour avec ce sport-là, pareil. Okay. Puis quand je suis revenu, j'ai découvert une équipe qui était à Québec, qui s'appelait Team Union. Ouais. Puis c'est avec eux autres que tout a commencé. Puis eux autres, c'est plus une équipe de jiu-jitsu brésilien. C'est là que j'ai vu toutes les facettes de c'était quoi être un athlète complet dans ce sport-là. T'sais. Puis est-ce que tu as pu quand même pratiquer justement ton judo, ou même pas ton judo, mais ton jiu-jitsu ou ta boxe dans l'armée? C'est possible? Oui, ben je faisais ça sur mon propre temps. Évidemment, pas dans l'armée comme tel, mais je faisais ça sur mon propre temps. Le soir, puis la fin de semaine. Puis c'était vraiment à part ça. À part de l'armée. Puis quand je suis sorti de l'armée, c'était justement ça. Moi, je voulais un congé sans solde pour essayer de faire carrière là-dedans parce que j'avais déjà, en 2000, j'avais déjà commencé ma carrière professionnelle. J'étais devenu champion canadien. Puis j'étais encore dans l'armée. Fait que je m'entraînais à temps partiel comme tel, là, parce que c'était pas ça ma job à temps plein. Puis en 2004, quand j'ai su que j'allais me battre au UFC, j'ai demandé un an congé sans solde à l'armée, puis là, ils me l'ont refusé parce que le sport n'était pas comme aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, ils diraient oui, mais dans ce temps-là, c'était encore vraiment underground. Puis finalement, j'ai brisé mon contrat, dans le fond. Fait que j'ai brisé mon contrat avec les pénalités qui venaient avec. Puis j'ai comme lancé à 25 cents dans les airs, j'ai sauté d'un parachute, j'ai sauté un avion pas de parachute parce que, tu sais, le risque de réussir, ben pas le risque de réussir, mais la chance de réussir dans ce sport-là, surtout en étant Canadien, Québécois, francophone, dans l'UFC, dans ce temps-là, était 1%. Là, il n'y avait pas grand monde. Là. Il y a eu qui? David Loiseau? Il y avait David Loiseau, puis Georges. Oui. Mais Georges, puis moi, on est rentré dans la même année, en 2004. Okay. David, il est rentré en fin 2002-2003. OK, c'est quand même... Puis, mais là, monétairement parlant, c'est pas quelque chose qui est très payant, à part quand
tu gagnes des points, des bonnies knockout. Là. Mais est-ce que tu travailles en même temps? Comment tu fais pour... Non, parce que... Ton congé sans sol t'a aidé un petit peu. Dans le fond, moi, quand je suis sorti de l'armée, ils m'ont donné ma pension, une petite pension que j'avais quand même accumulée, imposable. Donc là, j'avais ça. Mais moi, ce qui m'a aidé un peu, mais en même temps, c'est une opportunité qu'on a eue, puis on a dit oui. Personne, on se parle aujourd'hui à cause de cette décision-là que j'ai prise le 22 octobre 2004. Tout arrive aujourd'hui à cause de cette journée-là. Cette journée-là fait en sorte de qui je suis aujourd'hui, puis c'est la raison pourquoi on se parle. C'est que moi, j'étais supposé me battre contre un gars qui s'appelait Marvin Eastman, le premier combat de la sous-carte à l'UFC 50, à Atlantic City. Et 4 jours avant le combat, le main event, qui était Tito Ortiz face à un gars qui s'appelait Guy Mezger. Guy Mezger a une stroke, une embolie cérébrale. Et ils ont demandé à tout le monde pour remplacer Guy Mezger, parce que Tito Ortiz, dans ce temps-là, était le gros poster boy, l'ancien champion du monde. Puis il n'y a personne qui a voulu, puis on s'est rendu à moi à la fin. Puis on a dit, OK, il reste juste toi, tu veux-tu? Fait que finalement, à cause de faire... À place de faire 5 000 $ dans ce combat-là, j'en ai fait 30 000. Fait que... mais on a accepté. Je veux dire... Moi, la chance, je crois pas beaucoup à ça. Je crois beaucoup aux opportunités. Le monde, il regarde ce que j'ai aujourd'hui, ce que je fais, puis il en a dit, t'es chanceux, tout ça. J'ai eu de la misère à ça, parce que moi, cette journée-là, si j'avais dit non, j'aurais pas fait de carrière dans ce sport-là. J'aurais fait... Je sais pas ce que j'aurais fait, mais c'est sûr... Penses-tu que les gens ont dit non parce qu'ils avaient peur d'affronter Tito, ouais? Mm-hmm. Ouais, oui, c'est sûr. Moi, tout, j'avais peur. Je comprends. C'est sûr que moi aussi, j'avais peur. Mais, on a jasé, puis on s'est dit, garde, on va rentrer dans l'UFC par la plus grande porte, là. Je suis le premier Québécois qui s'est battu en main event au UFC face à Tito Ortiz, qui était mon idole dans ce temps-là, qui était sur mon screensaver d'ordinateur. C'est quand même bizarre. Comme un monde parallèle qui s'est passé ce soir-là. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Moi, j'ai cligné des yeux, puis le combat était fini. Fait que... Mais... À cause de ça, même 15 ans après, dans ma carrière, quand il me présentait avant un combat, il me présentait des vidéos, il y avait encore des images de ce combat-là. Wow. Fait que, c'est un combat qui m'a resté tout le temps collé à la peau, même si j'ai perdu. Mais quand tu parlais tantôt comment tu perds, moi, j'avais perdu ce combat-là, mais j'avais gagné la soirée. Personne parlait de la victoire de Tito Ortiz. Tout le monde parlait de... C'est qui ce Canadien? Qui a accepté Québécois d'aller... c'est qui ce Canadien-là qui a réussi à taffer pendant 3 rondes de temps face à l'ancien champion du monde? Calice. Si on parle d'entraînement, mettons, là, tantôt on disait que justement, MMA, c'est vraiment large. Là. C'est plein de techniques différentes. Qu'est-ce qui était défaillant, mettons, contre Tito? Tu as fait ça, faut que je travaille là-dessus. Là. Oh, écoute, pas mal tout. J'avais pas beaucoup j'avais pas l'expérience, j'étais pas dans la bonne catégorie de poids non plus pour me battre international. J'avais une bonne claque, j'avais une bonne boxe, mais pas de super technique, mais je frappais fort. J'avais pas de lutte. La lutte, ça a tout le temps été ma faiblesse jusqu'à la fin de ma carrière, quasiment. Okay. Puis le sol, j'en connaissais assez pour me défendre. Pour survivre et non pas pour passer une soumission à mon adversaire dans ce temps-là. T'sais. Mais, il y a des moments comme ça, tu te dis, aujourd'hui, je referais exactement ce même combat-là, ça se peut que je t'offre même pas un round. Là. C'est juste que cette soirée-là, c'était ma soirée. C'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans la vie, ça, perdre ce combat-là. Parce que je n'étais pas supposé d'être là. J'étais pas supposé d'être là. Puis, j'étais pas dans la bonne catégorie de poids. Fait que j'imagine que... puis lui, il était l'ancien champion. T'étais trop léger ou trop lourd? J'étais supposé me battre plus bas que ça. Okay. Ça a été mon dernier combat à 205 livres. Après ça, je suis descendu à 185 livres. Mais, dans ce temps-là, là, moi, j'arrive, personne ne me connaît. Je suis pas dans ma catégorie de poids, mais mettons... Puis en plus, à 30 secondes du premier round, je l'ai ébranlé. Là. Il était à mes genoux. Là, fait que, si je l'avais fini là, j'étais vraiment dans le trouble. Là. Parce que ceux qui connaissent un peu l'histoire des arts martiaux mixtes, après Tito Ortiz, dans ce temps-là, tu avais 3 gars. Tu avais Chuck Liddell, Vitor Belfort et Randy Couture, les 3 anciens champions du monde. Fait que c'est sûr que je bats Tito Ortiz, je me ramasse face à un de ces 3-là, et j'aurais mangé une méchante volée. Je n'étais pas rendu là dans ma vie, je n'étais pas rendu là dans ma carrière. Fait que perdre de cette façon-là, j'ai résisté jusqu'au bout. Puis à la fin, au 3e round, j'ai réussi. Lui, c'était un bon lutteur, m'amener à terre. Puis c'est comme lui qui a inventé le ground and pound. Ça veut dire que quand tu es dessus de l'autre au sol, puis tu le frappes, ça s'appelle du ground and pound. Il a comme quasiment inventé ça, lui. Puis au 3e round, j'ai réussi à résister contre les amener au sol. Ça a comme fait comme Rocky IV.
Le monde, à la place de te crier de histoire, là, ils tiraient côté. Là, ça a comme changé. C'était vraiment fucké, là, pour voir. Là. Puis là, le monde était côté. Puis là, tout le monde commençait à crier pour moi. Parce que quand le combat commençait, il y avait une section, il était complètement dans le fond, en haut. Puis il était direct en face de moi. Puis j'ai voyé, il y avait tous des drapeaux québécois et canadiens. Puis il y en avait peut-être 50 sur tout l'amphithéâtre. Wow. Puis au troisième monde, ça a comme switché de bord. Je pense que le monde respecte, tu sais. Le monde te voit, puis ils font comme, OK, lui, il a accepté de se battre contre quelqu'un qui était peut-être pas prêt à se battre contre, tu sais. Exact. Puis, tu sais, j'avais pas le talent, mais j'avais le cœur pour me rendre jusqu'au bout, puis c'est ça qui m'a sauvé. Tu as perdu comment? Par soumission ou par... Par décision. Par décision? Ouais. OK, quand même, il y a ça aussi. Tu as quand même réussi à toffer. Moi, j'étais pas supposé passer 30 secondes là, avec lui. Là. C'est fuck. Parce que j'ai vu un de tes combats hier. Man, t'es droite, t'es jack. Dude, les points que t'envoies au dude, là, je suis comme ça. J'ai rarement vu de la force de même, je capotais. Puis le gars restait debout, puis je pense que tu t'en parlais, tu disais comme, c'est une des seules fois que je fais OK, là, lui, là, je l'ai bien défoncé, puis il restait debout. Puis ça, des fois, quand le cœur est là, c'est fou à quel point ça peut faire en sorte que tu restes en place. Mais tu sais, tout ce qui est douleur, justement, là, tout ce qui est coup reçu, comment que tu deals, à part avec l'expérience, face à... Y a-tu une technique mentale que tu as développée avec le temps pour te dire j'ai plus mal ou parce que. Ah non, t'as tout le temps mal. Oui. mais la vérité, c'est que tu sens pas grand-chose pour voir. Dans un combat, tu sens pas grand-chose. Moi, je te dirais, Patrick, toi et moi, on se bat ensemble. Là, on va le sentir, tabarnak. Ça se peut, mais au Centre Bell, devant 20 000 personnes qui crient ton nom, puis t'as l'adrénaline, puis t'as la stress dans le fond, je te dis, un coup de poing, un coup de coude, n'importe quoi, tu le prends ou tu tombes. C'est un des deux. Pour voir. C'est rare à boxe. À boxe, tu vas voir des gars qui sont ébranlés. Mais à MMA, tu vois pas ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de grosses douleurs, à part, il y a une affaire qui fait mal dans un vrai combat, puis c'est un bon coup de pied dans les jambes. Tu sais, quand je te donne un coup de pied dans les jambes, là, le tibia qui arrive dans le quadriceps, ça t'as besoin d'avoir un bon poker face pour que ça paraisse. Tu sais, vraiment, ça te gèle le corps pendant 5-6 secondes. Tu veux pas que ça paraisse non plus, c'est pas ça, le gars va aller à même place. Je te dis, ça te prend un bon poker face. Mais le reste, pour vrai, c'est tellement une autre zone. Là. Pour vrai, c'est tellement bizarre comme feeling d'être dans un octogone. Avec tous tes sens sont comme amplifiés fois 1000. Fait que ça t'aide, dans le fond, que ce soit comme un genre de show où ça te stresse d'avoir autant de gens qui peuvent te regarder et crier. Ça peut faire les deux. Moi, ça m'aidait. Okay, c'est ça. Il y en a qui creusent la pression. Il y en a qui font des crises de panique. J'en connais. Là, qui ont bien de la misère à dealer avec cette pression-là. Moi, ça me donnait un boost de plus. Shit. As-tu des genres de pré-routines avant des matchs que tu... Ben oui, il y en a qui sont pas mal plus superstitieux que moi, qui faisaient ben des affaires bizarres, mais moi, tu sais, la seule affaire que je faisais, c'est quand j'arrivais à l'hôtel, on arrivait tout le temps genre 5 jours avant le combat à l'hôtel, je sortais... On n'a pas beaucoup de linge, on s'entend, pour quand on se bat, mais tu sais, je sortais mon maillot, mes shorts, je mettais mon jackstrap par-dessus, je mettais mon t-shirt que je rentrais, puis je mettais mon mouthpiece, ça bougeait pas jusqu'à temps qu'on s'en aille. Puis quand j'arrivais dans le vestiaire, je faisais exactement la même affaire. C'était la seule affaire que pour moi, c'était important de faire dans le même ordre pour me sentir bien. C'est ça une superstition. Hein. C'est pas, ça va rien changer au résultat, mais c'est juste dans ta tête, si tu te sens bien, tu vas avoir un stress de moins. T'sais. Des fois, je me dis que les gens qui ont trop de routine, puis pendant un bout, j'avais ça aussi, ça me stresse si j'oublie un bout de la routine. Puis je suis comme, oh, j'ai pas fait ça. Ça va mal aller. Puis je suis comme, dans le fond, peut-être pas. C'est pas grave si le mouthpiece c'est pas par-dessus ton jackstrap. C'est pas grave. Mais t'as raison. Puis des fois, c'est ça. Tu t'en mets beaucoup. Puis moi, en 2014, j'ai commencé à travailler avec une psychologue sportive. Puis avoir su que c'était bon comme ça, bénéfique, je l'aurais fait bien avant. C'est tout le temps tabou un peu, hein, tu travailles avec un psychologue. Mais de dire, moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Puis toutes ces affaires-là de routine, de superstition, en tout cas, moi, elle a tellement été dans des affaires que, tu sais, moi, la première fois que j'ai dit, non, mais moi, je suis fort mentalement. C'est juste que je veux voir c'est quoi. Là. Puis après la première session, j'étais démoli. J'ai dit, honnêtement, je suis vraiment faible mentalement, sérieusement. J'étais là, ben voyons, elle était tellement allée à des places. Elle dit, moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? T'sais, puis la phrase qui a complètement changé ma vie, moi, professionnelle, mais personnelle aussi. Puis ça, du jour au lendemain,
j'ai été capable de l'appliquer, puis ça frôle le je m'en foutisse, là, mais tu sais, c'est contrôler le contrôlable. Moi, ça, c'est la phrase qui a complètement changé ma vie. Moi, là, je suis rarement stressé aujourd'hui. Je suis rarement fâché sur quelque chose que je peux pas contrôler. Je suis pas fâché dans le trafic. Je pars d'avance. Tu sais, si je peux pas rien faire, c'est impossible que je me fâche. Mais ça, je l'ai travaillé. J'ai travaillé. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais tu sais, des fois, ma femme elle me parle. Elle dit, voyons, ça te dérange pas? Je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas de contrôle là-dessus. On est dans le trafic. Je peux pas démonter le char qui est en avant de moi pour aller plus vite. Là. Fait que, puis ce que je fais, c'est que je contrôle ce que je suis capable de contrôler. Je pars plus d'avance. Je regarde s'il y a du trafic. Ou ben non, j'aurais aimé ça aller faire. J'aurais aimé ça aller en ski demain, mais il mouille. Ben, qu'est-ce que je te dis? On va faire d'autres choses. Fait que, moi, je l'applique vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça que. Moi, je suis dans l'extrême de l'appliquer, fait que ça frôle des fois qu'on dirait que je m'en crisse, mais c'est pas ça. Puis quel autre aspect positif ça peut t'apporter d'aller voir un psychologue sportif? Ben, j'ai vu des affaires, ça m'a fait comprendre des affaires des fois que je m'en faisais trop, que j'avais pas besoin pour performer. Exemple, des fois, je me demandais si mes amis ou ma femme avaient des bonnes places, qu'ils allaient voir des affaires, parce que le UFC nous fournit des billets quand on se bat, fait que là, tu donnes ça à tes... Mais là, tu te dis, sont-ils corrects? Non, on s'en fout, ça ne changera rien de ta performance. Moi, j'ai tout le temps eu un blocage à me battre au MGM Grand à Las Vegas. Je sais pas, je déteste cet hôtel-là. Puis j'ai jamais gagné là en trois combats, tandis que l'hôtel qui est juste l'autre bord, qui est le Mandalay Bay, j'ai gagné 4 combats en 4 là-bas. Puis, tu sais, c'est juste un bord de... Fait que là, elle a essayé de désamorcer ça. Ça n'a pas marché, mais je l'ai compris. Là. Elle dit que l'octogone soit à Montréal, à Las Vegas ou ça à la Lune, quand la porte se ferme, ça reste la même chose. Tu comprends? La performance ne change pas. Il faut que tu fasses abstraction de toutes ces affaires-là. Faire plus d'extraction des choses qui sont pas, justement, que tu ne contrôles pas. C'est là. Ce que je te dis, ça ne changera rien. Le combat va être là, anyway. C'est toi qui as décidé d'aller la voir? Oui. Par toi-même? Y a-tu un événement, un déclic? Pourquoi tu étais là voir? Non, j'ai commencé à jaser de ça avec mon préparateur physique, qui lui en connaissait une. Okay. Puis j'ai dit, regarde, les Olympiens, les meilleurs Olympiens, ceux qui gagnent les Olympiques, ils ont tous des psychologues sportifs. Puis, tous les grands athlètes ont des psychologues sportifs. Je me dis, ça doit bien être bon. Puis honnêtement, je dis à tout le monde, avoir été moins boqué, ou avoir eu moins de l'orgueil mal placé, là, moins ça, j'aurais fait bien avant. Des athlètes comme toi, on est dans un mode en ce moment où les gens vont avoir des coachs de vie quand leur vie est quand même bien placée. Parce qu'il manque un petit quelque chose. Ils veulent être outillés pour trouver le bonheur, peu importe ce qui se passe. Vous avez des athlètes sous pression constamment. C'est ta vie. En plus, toi, c'est vraiment physique. Tu risques de te blesser beaucoup plus que dans d'autres sports, qui peut quand même te créer un stress. Tout ça, même si tu es à l'aise de te battre, c'est quand même plus. Fait que c'est sûr que tu as besoin d'avoir quelqu'un. C'est comme ça, c'est la moindre des choses. C'est comme tu as un des meilleurs préparateurs physiques qui aide ton corps, mais on s'entend que le cerveau, ton aptitude à pouvoir gérer ton anxiété, ton stress, ta performance, doivent être quand même contrôlés par quelqu'un qui s'y connaît. C'est comme c'est ça que ça a un lien. Tu as fait raison. Puis aujourd'hui, je pense exactement comme toi. Aujourd'hui, je me dis, je suis bien épais de ne pas avoir pensé ça avant, mais c'est ça. Ça va avec l'apprentissage, l'expérience, puis peut-être l'acceptation aussi que tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur. Ça reste un sport qui est quand même assez, je ne veux pas dire macho, mais c'est un sport brutal. C'est un sport de combat. C'est ça. Fait que, tu veux pas montrer de faiblesse. Fait que c'est peut-être ça inconsciemment que je voulais pas montrer en reportant cette rencontre-là avec la psychologie sportive. Peut-être que personne ne l'a vu, tu sais. Non, mais exact. Dans le sens qu'il n'y a personne dans l'octogone qui se dit comme « Ah ah! Je sais. » Ben oui, exact. Tu as été voir quelqu'un. C'est sûr, personne n'a vu. Mais ils l'ont peut-être vu parce que ça a mieux été après. Les performances sont venues avec. Mettons mentalement aussi, là, avant un combat, comment tu perçois ton adversaire? C'est ça qui est fou, c'est un sport qui est quand même souvent super respectueux. À la fin, c'est accolade, ça va-tu t'étais. Puis moi, comme individu, si j'aime quelqu'un ou si je respecte quelqu'un, ça, genre de la misère. T'approcher en face une coupe de shot. Surtout si je frappe comme toi. Fait que ma question, c'est comment tu deals avec
ton adversaire, est-ce que tu as une switch qui fait comme, OK, là, je te hais? Est-ce que tu deviens violent mentalement? C'est quoi un peu ton approche? Non, écoute, je suis super content que tu poses la question parce que justement, tu peux pas te battre avec la haine. Rendu à certains niveaux-là, je te l'ai dit au début, c'est plus des combattants, c'est des athlètes. Ouais. Fait, est-ce que tu veux performer en ayant les meilleures techniques que ton adversaire? C'est ça que tu veux faire. Je me suis déjà battu contre des bonnes connaissances, des très, très bonnes connaissances, mais il faut que tu fasses ta part des choses. À un moment donné, c'est de la business, c'est du travail. Ouais. Okay? C'est sûr que mon travail est un peu plus violent que le tien, mais écoute, si je le fais pas, lui, il va le faire de toute façon. Tu comprends? Ouais. Mais c'est un des sports les plus respectueux qui existent, tu as raison. C'est un des seuls sports qui commence avec une poignée de main puis se termine avec une poignée de main aussi. Ouais. Les gars, avant de commencer le combat, ils se donnent le point, puis à la fin, même si ça fait 25 minutes, les deux gars sont ensemble, ils vont se prendre dans les bras, puis ils sont contents d'avoir donné ce spectacle-là. Puis, je dis tant que. Il y a beaucoup de monde qui ont difficulté à comprendre ce concept-là, mais il n'y a aucune autre activité qui peut bâtir comment je peux dire ça, un respect entre deux hommes que de se taper sa gueule, puis à la fin, on se regarde, puis on a aimé ce qu'on a fait. C'est complètement bizarre. C'est pas normal, ça. Okay? Mais c'est ça, la vérité, quand même. Puis, moi, mon plus beau souvenir que j'ai en carrière, ça s'est passé en 2006, quand je me suis battu contre Chris Lieben. J'ai perdu le combat à Las Vegas par décision partagée. Si on avait été à Montréal, j'aurais probablement gagné. Je dis pas que c'est une décision locale, mais écoute, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais ça a été un des meilleurs combats de l'année, de 2006. Ça ont été deux brawlers, deux gars qui voulaient se placer dans le milieu, puis c'était un combat pour hommes, là, honnêtement. Puis, après un combat, il y a tellement de... Tout tombe, là. Toutes les émotions tombent. Fait que tu gagnes, tu pleures. Tu perds, tu pleures. En tout cas, moi j'étais un braillard. Fait que, moi, je braillais après chaque combat. J'arrive dans le vestiaire, je suis démoli physiquement parce que j'ai mal, parce que un coup que la pression tombe, là, c'est là que tu commences à avoir mal. Dans le combat, tu sens rien. Puis là, j'étais assis dans le vestiaire, puis là, je suis brisé émotionnellement. Je suis brisé, j'ai perdu un combat qui est dur, puis là, j'ai perdu, puis... Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte avec une défaite comparativement avec une victoire, mais là, je suis assis dans mon vestiaire, puis mes hommes de coin, ils me connaissent, fait que là, ils me laissent tranquille pendant un petit bout. Puis là, maintenant, Chris Lieben, il rentre dans mon vestiaire, il vient s'asseoir à côté de moi, puis il me met la main sur la cuisse, puis on reste là pendant 20 minutes sans se dire un mot. Ça a duré là comme ça. Puis après ça, après 20 minutes, il m'a tapé sur la cuisse, il s'est levé, puis il est reparti. Wow! J'en parle, j'ai encore la chair de poule. Pour moi, ça, c'est des choses que le monde ne verront jamais, mais ça se passe à tous les combats. T'sais, le gars, celui-là qui va gagner, là, souvent, là, après, dans le vestiaire, il va partir de son vestiaire, il va aller voir son adversaire qui est perdu. Hey, c'est un good fight. C'est beaucoup de respect pour toi. T'as fait sortir le meilleur. En tout cas, tu as des phrases clichés, mais quand même, ils vont se voir en arrière des rideaux, puis ils se félicitent. Puis ça arrive 95% du temps. C'est hot, ça. Quand tu parles d'après-match, mettons, là, tu sais, t'as un crise de high là, pendant le match. Après, t'as crissement mal. Mm-hmm. Par après, tu sens-tu comme un peu en semi-dépression parce que le match est passé? Tu sais, dans le sens que c'est tellement un high d'adrénaline que je me dis que les jours suivants, tu dois être comme... Ma vie n'a pas de sens. Ouais, ben, c'est sûr que ça dépend si tu gagnes ou tu perds. Mais oui, c'est sûr qu'après, t'as une espèce une espèce de temps de décompression. Ouais. À un moment donné, je veux dire, tu fly à Vegas pendant une semaine, tu as tes entrevues, tu as des entraînements publics. Là, après ça, ta conférence de presse, dépendamment comment ça allait, ça peut exploser en conférence de presse. Il y a du trash talk qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. La coupe de poids qui est super rough, la déshydratation. Mm-hmm. Après ça, la face-à-face, le fight. 20 000 personnes au MGM qui crient ton nom, tu gagnes, tu perds, whatever, l'émotion est dans le tapis, tu reviens chez vous, ta blonde est là, le chien tourne dans le salon, t'es là, moi, là, 24 heures, là, j'étais à Las Vegas devant 20 000 personnes qui criaient mon nom, puis qu'il y a des madames qui braillaient quand je lui signais le T-shirt, puis là, je suis chez nous, puis c'est ça, j'écoute le hockey. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai que c'est fucké. Chris, mais t'avais-tu d'autres passions à l'époque? Dans le sens que, outre, mettons, le combat, là, tu faisais quoi quand tu revenais, mettons, là? Qu'est-ce que tu faisais? À part écouter le hockey? Je joue au golf. Moi, je voulais être un golfeur professionnel quand j'étais petit. Fait que là, badminton. Ouais.
golf, soccer, ça y va, mon chum? Ouais, ben moi, je voulais être un golfeur professionnel. Puis là, je joue beaucoup au golf, mais je suis un gars de bateau aussi. Moi, j'adore être sur l'eau, c'est mon happy place. OK. Vraiment. J'ai eu des bateaux j'ai des bateaux depuis 15 ans. Puis ça, c'est vraiment. Je suis pas un gars de char, je suis pas un gars de moto. Moi, tu m'amènes sur l'eau, c'est mon happy place. Il n'y a rien qui peut. Il y a rien qui peut me déranger quand je suis sur l'eau. Vraiment, absolument rien. Mais en même temps, tu sais, quand tu es rendu à un certain niveau d'élite dans un sport, il faut que ça prenne toute la place. Tu n'as pas le choix, sinon tu ne seras pas capable de performer avec les meilleurs de ton sport. Il faut que tu deviennes complètement obsédé par ça. Tu peux pas... Tu sais, une défaite dans ce sport, tu peux pas t'en crisser. Tu peux pas dire, ah, OK, to the next one. Non, ça marche pas de même. Il faut que ça te fasse mal. Je te dis pas de tomber en dépression, mais il faut que ça te mette, faut que ça te mette en maudit. Il faut que ça t'allume quelque chose, faut que ça te motive à faire d'autres choses. Ou ben non, il y en a qui vont passer en dépression ou whatever, mais il faut que ça te fasse de quoi. Puis si tu fais ce sport-là, ou n'importe quel sport, à 50 ou 75%, c'est impossible. Si tu ne mets pas le sport au centre de ta vie, quand c'est ta job, c'est impossible que tu aies du succès. Moi, c'est ce que je pense. Quand tu perds un combat, est-ce que tu réécoutes ton combat? Est-ce que quand ça fonctionne pour que tu t'apprennes, mettons, de ta défaite? Oui, parce que tu oublies beaucoup de choses dans un combat. Même avec une victoire, je revenais dans le vestiaire, mon coach disait hey, au deuxième round, tu as fait ça, c'était malade, exactement comme on l'avait préparé. Aucun souvenir. Aucun souvenir de ça. Pas parce que j'ai reçu des coups, c'est parce que l'entraînement, ça sert à ça. Hein. L'entraînement, ça sert au muscle memory, que tu fasses des sans y penser. Ouais. Que ça devienne instinctif, ça devienne des réflexes. C'est ça que ça sert, les drills, les répétitions que tu fais en entraînement. Là. OK, à un moment donné, c'était peut-être tanné d'en faire, mais ça va peut-être te sauver le cul dans une vraie situation. Ce qui est fucked up, parce que je fais de la boxe depuis un petit bout. J'ai arrêté depuis l'été parce que je fais plus de vélo l'été puis je manque de temps. Mais j'ai tellement fait des drills avec mon coach que s'il me tapait à droite, direct, c'était gauche-droite, comme les mouvements. Puis là, des fois, on voulait briser ces patterns-là. Mais je suis tellement rendu habitué, c'est tellement un réflexe pour moi de faire les mêmes combinaisons quand je recevais un coup. Dès qu'il me touchait, ça partait tout de suite. Je suis comme, Chris, en peu de temps, dans genre 4-5 mois, j'ai appris à avoir une réaction vraiment rapide. C'est fou à quel point le corps, puis l'esprit, puis tout le système nerveux arrive à être réceptif sans que tu y penses. Quand tu es capable d'avoir un muscle memory, là, que, je veux dire, faire une clé de bras dans un combat, quand tu reçois des coups de poing d'en face, il faut que tu l'aies fait. Je tape pas l'homme, par contre. Je suis pas rendu là dans mon truc. Moi, si tu me tapes un peu, je te tape. C'est juste ça. Non, je sais, mais je veux dire, là, je te parle d'un mouvement technique plus qu'un coup de poing. Si un coup de poing, il y a de la technique là-dedans, mais je te parle d'un autre mouvement technique. Il faut que tu répètes ces mouvements-là pour que ça devienne un réflexe ou instinctif. Fait que oui, après, on réécoute des combats, puis je regarde ça, ouais, j'ai fait ça. Puis ça se passe tellement vite. Ça a l'air... tu regardes la télé, là, tu trouves que ça va vite, là, ben dis-toi, quand t'es dedans, ça va 1000 fois plus vite. Ça te dit. T'es quelqu'un qui est super discipliné dans plein d'entrevues que j'ai lues ou que j'ai écoutées. Tu parles à quel point tu étais tête avant tes combats, à quel point tu fais attention à chaque truc, tu allais pour barbecue, tu pèses ta bouffe, cossin, blablabla. Puis ça fait que tu es super passionné et tu es all-in dans ton sport quand tu étais là-dedans. Aujourd'hui, est-ce que ça te manque ou tu es comme un peu libéré de ce genre de... Je dis pas que ta passion t'es pas esclave de ta passion, mais quand tu veux vraiment être bon, ça t'oblige à limiter d'autres aspects de ta vie. Aujourd'hui, te sens-tu libéré ou ça te manque d'avoir un truc dans lequel tu es autant all-in? Ça me manque pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai fait tout ce qui existait dans ce sport-là. Ouais. Il y a une télé-réalité qui s'appelle L'Ultime Combattant, l'Ultimate Fighter. J'ai été participant là-dedans, j'ai coaché là-dedans, j'ai coaché Team Canada dans ce site-là. Je me suis battu pour les combats principaux, des main events. Je me suis battu pour le championnat du monde. Je me suis battu dans 3 catégories de poids différentes au UFC. À un moment donné, j'ai fait le tour. Puis quand je suis un des privilégiés dans ce sport-là qui a pris ma retraite sous mes propres termes. Pas parce que j'étais obligé, parce que j'étais tanné. Puis ça, pour moi, c'est une grande réussite. Et depuis le premier combat, j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire le combat de trop. Le combat que je n'étais pas supposé faire, que le monde va se rappeler et qu'ils vont avoir oublié tout ce que j'ai fait avant. Puis aujourd'hui, même si j'ai perdu mon dernier combat, le monde me parle de ma carrière, ne me parle pas de ma dernière défaite. Fait que pour moi, ça, c'est une sortie réussie. Pour moi, ça, je suis très, très fier de ça. Mais
sais, l'entrée vers l'octogone, l'attente dans le vestiaire avant d'y aller, Bruce Buffer qui crie mon nom, tu sais, ça va toujours me manquer. Tu sais, c'est des choses que je pourrais jamais recréer nulle part ailleurs. Si je m'ennuie du sport, je vais aller au gym avec des chums, puis on va se taper sa gueule, puis ça va être ça. Tu comprends? Ah ouais. Je m'ennuie pas du sport. Je m'ennuie peut-être du processus. Je comprends. C'est peut-être plus ça que je m'ennuie. Mais je m'ennuie pas de la diète. Mais ça, c'est je m'ennuie pas de la déshydratation. Mais tu sais, tout ça, ce que je vais être incapable de recréer dans d'autres aspects, c'est comme sauter en parachute. T'sais, si tu l'as jamais fait, j'ai bien beau te dire que le cœur te reste dans l'avion que les 3 premières secondes. Tu vas dire, OK, cool. Mais tu sais, marcher vers l'octogone pendant que ta tourne d'entrée que tu as choisi à part, puis il y a 20 000 personnes au Centre Bell qui font des chansons avec ton nom de famille, bonne chance de recréer ça dans ta vie de tous les jours. T'sais. Ta retraite, là, justement, j'ai vu le vidéo de Joe Rogan qui est à côté de toi, puis là, tu pleures, comme souvent tu as pleuré, et de toute beauté. Puis, on dirait que personne ne le sait. Non. Dans ta famille, mais toi, tu savais. Ou tu as décidé pendant le match de faire fuck it? Non, même ma femme ne le savait pas. Moi, j'avais toujours dit, la journée où je vais me lever le matin, puis ça me tente pas d'aller au gym, ça veut dire que c'est terminé. Shit. Puis, 3 mois avant ce combat-là, je me souviens, je me suis levé à ma année, je dis ah non, pas aujourd'hui, ça va être rough aujourd'hui. Puis quand ça a fait, je me souviens, j'ai déjà dit ça. Puis j'ai dit OK. Puis je savais que j'étais à la fin de ma carrière aussi. Puis je venais de perdre un combat qui était le combat pivot pour moi pour continuer ma carrière ou pas. Parce que là, j'étais sur une bonne run à 170 livres. Puis quand je me suis battu contre contre Donald Cerrone, c'était un combat qui, pour moi, ça a été vraiment une mauvaise soirée au bureau. Puis lui, ça a été une bonne. Puis ça a donné que c'était ici au Canada, c'était à Ottawa. Fait que ça n'avait pas super bien été. Mais si j'avais gagné ce combat-là, j'étais parti pour un autre run pour un combat de championnat du monde à 170. Fait que c'est le combat pivot. Fait qu'après ce combat-là, j'en avais parlé, ma femme puis moi. On commençait à... Ma femme était enceinte aussi. De mon premier enfant. Puis on avait jasé. Puis finalement, je venais de signer un nouveau contrat de 4 combats avec le UFC. Puis j'ai dit, non, je vais en faire un autre. Je veux pas terminer de même. Je veux pas terminer avec une affaire comme ça. T'sais, ma femme n'était pas super contente à l'idée. Mais elle m'a tout le temps suivi là-dedans. Puis elle savait que c'était ma passion. Mais je savais que c'était mon dernier combat. Puis je ne l'ai pas dit à personne parce que je voulais pas que personne partage ces moments-là avec moi. Je me suis dit, je me dois ça à moi. Pendant 15 ans, j'ai fait des sacrifices pour ça. Puis le dernier moment que je vais vivre de toute cette semaine-là de combat, même la dernière déshydratation, la dernière pesée, la dernière fois, je voulais pas que personne partage ça avec moi. Je voulais vivre ça vraiment égoïstement pour que je me rappelle. La dernière fois que j'ai marché vers l'octogone, je savais que c'était la dernière fois. Fait que j'en ai profité. Là. Puis je savais qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait partager ce moment-là avec moi. Puis ça, c'était super important. Puis quand à la fin, j'ai pris ma retraite, déjà, ça a démontré le respect de l'organisation envers moi parce que d'habitude, ils font pas des entrevues avec le perdant. Là. Mais tu sais, Joe Rogan, il est venu, puis il a vu que j'avais enlevé mes gants, qui est comme une espèce de signature quand tu prends ta retraite. Puis là, c'est ça. Là, j'ai dit que j'ai lancé ma retraite. On était à Buffalo. J'ai eu un standing ovation à Buffalo. Même pas chez nous. Fait que ça c'est vraiment cool. Puis c'est ça. J'ai appelé ma femme après. Puis là, tout le monde était chez nous parce que ma femme n'était pas venue. C'était à Buffalo. Puis j'ai dit, Buffalo, pas grand-chose à faire. Là, au niveau tourisme, là, exact. Pas trop. Fait que, reste à la maison. Finalement, tout le monde était chez nous avec le projecteur. Puis finalement, tout le monde braillait chez nous. Mais tout le monde a compris mon processus. Je pense que pour moi, c'était un processus qu'il fallait que je fasse pour être en paix avec ma retraite. Si tu avais gagné le combat, ça aurait changé? Rien. Gang ou pas, c'était mon dernier combat. C'était très, très clair. J'ai pas pris cette décision-là sur le coup de l'émotion à cause que j'ai perdu. C'est sûr, j'aurais même mieux finir ma carrière sur une victoire, mais ça n'aurait absolument rien changé. Non, c'est clair. Fait que là, quand tu finis ce sport-là, est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que tu fais après? As-tu déjà décidé de ce que tu allais faire de ta vie par la suite, non? Ben oui, regarde, moi, les deux dernières années, j'avais pas besoin de ça pour vivre.
Et je ne m'aurais pas battu gratis. Là, c'est clair. Mais j'avais pas besoin de ça. Bon, j'avais placé mes pions. Ça fait 13 ans que j'étais à l'animation à RDS pour l'UFC. Je suis la voix francophone, officielle francophone de l'UFC. J'avais placé mes pions dans certaines business aussi. J'étais actionnaire dans deux entreprises aussi. Fait que j'avais placé mes affaires pour être capable de faire une transition qui est, prendre une retraite, prendre la retraite pour un athlète professionnel, c'est pas facile, mais quand tu es prêt, quand tu es préparé, ça va un petit peu plus facile. Tu sais que tu ne te retrouves pas devant rien. Tu n'es pas blessé du jour au lendemain. Ce qui est très rare dans ce sport-là. Le monde, ils finissent leur carrière puis ils sont dans la rue quasiment. Sauf que, tu sais, moi, ce qui m'est arrivé avec ma blessure, dans le combat dans Sanson Silva, ça a été très bad pour ma carrière, mais ça a été très bon pour ma vie. Parce que j'ai vu que ça pouvait se finir du jour au lendemain. J'ai vu que, écoute, j'avais pas t'as pas d'assurance, t'as pas de pension, t'as pas rien. Fait que t'as pas d'association des joueurs qui te protègent non plus. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à penser à l'après-carrière. J'ai commencé à dire, hey, ça peut se finir demain, là, honnêtement. Là, fait que j'ai commencé à penser à ça, puis j'ai commencé à placer mes pions. Puis quand j'ai pris ma retraite, ben là, j'avais plein de projets, j'avais plein d'options aussi, mais au moins, j'avais quelque chose de stable que je savais que je pouvais m'appuyer dessus puis être capable de continuer à faire ce que j'aimais. Moi, aujourd'hui, je me lève le matin et j'aime encore ce que je fais. Je rentre pas à je veux rien. J'enlève rien au monde qui travaille à la shop, là, mais je rentre pas à la shop visser des boulons puis j'étais carré de ma job. T'sais. Non, c'est clair. Ton genou, justement, là, aujourd'hui, il est all good ou? J'ai lu que tu avais 11 opérations au genou, c'est moi qui est fou. 11 en tout. 11 en tout. J'en ai eu 7-8 au genou. 2 fois, je me suis fait reconstruire ce genou-là. Ben écoute, j'ai des genoux d'un gars de 70 ans. Là. Je suis capable de courir longtemps. Je suis pas capable de courir vite, mais je suis capable de courir longtemps. Puis tu sais, je m'entraîne à tous les jours encore. C'est quoi le problème avec le genou que tu avais eu? Ligament croisé antérieur qui a snappé. Exact. Non, c'est ça. Puis après ça, ben, ça a tout été des problèmes de ménisque qui pour moi, c'est pas si pire que ça. Il y en a qui vont dire, ben voyons, ben non, c'était pas si pire que ça, mais le ligament croisé antérieur, c'est ça qui a été. À part le combat avec Silva, as-tu eu d'autres blessures pendant les combats? Comme une soumission ou quelque chose? Je me suis cassé la main à quelques reprises, celle-là. Parce que tu punchais. Oui, exact, parce que je punchais. la main droite. Mais d'autres blessures, c'est rare que tu te blesses, pas vrai, dans un combat. Tu vas te blesser beaucoup plus souvent à l'entraînement que dans un combat. Niveau soumission, justement, là, j'ai un flash. Comment tu gères le « OK, là, c'est vraiment la limite avant qu'on me disloque l'épaule ou avant qu'on me fasse passer out ». Comment que tu gères? Est-ce que, mettons, plus tu t'entraînais, plus tu as appris à repousser la limite de « là, je tape » ? Je sais pas si c'est clair comme question. Ben oui, c'est très clair. Ça dépend de ta mentalité. Tu sais, moi, c'est impossible, mettons, que je me fais prendre en soumission à l'entraînement. C'est impossible que tu me blesses. Je suis pas assez cave pour mettre mon orgueil d'avance. Si tu m'as pogné, tu m'as pogné. Bravo. Moi, c'est de même que je pense. Un étranglement, c'est moins épais. Je veux dire, je vais m'endormir 4 secondes, je vais me réveiller, puis j'aurai rien de brisé. Là, ouais. Mais moi, c'est ce que j'aime le plus dans tous les arts martiaux mixtes, c'est le jeu au sol, qui est une espèce c'est un jeu d'échecs. Ouais. Tu places tes pions pour tu penses 2-3 mouvements d'avance pour piéger ton adversaire. Puis, justement, la même chose, c'est une clé de bras d'une ceinture blanche, d'une ceinture noire. Le bras plie pas plus parce que t'es ceinture noire. C'est la même clé de bras, c'est juste c'est la façon que tu vas aller la chercher. C'est les étapes que tu vas réussir à piéger ton adversaire qui est différente quand tu montes en grade. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis même quand tu es rendu à un haut niveau en ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, mettons, tu vas continuer d'apprendre pareil. Tu vas développer ton propre style. Tu finis jamais. Fait que moi, c'est l'art que je préfère. J'oublie le nom du coach de GSP. Firaz. J'ai vu un podcast avec Joe Rogan, puis il expliquait la façon qu'il entraînait Georges, de la façon où c'est comme j'oublie le terme, flow training. Une affaire de genre comme, tu sais, très, très soft. Puis il prenait comme exemple la boxe, mettons, cubaine, qui sont beaucoup plus dans le jeu, entre guillemets, que dans l'approche très violente, puis aller trop loin, tu sais, dans l'intensité, pour ne pas se blesser lors d'entraînement, puis garder vraiment le 100% en ligne lors des combats. Ta façon que tu t'entraînais, ça ressemblait à quoi?
Ben écoute, je me suis entraîné avec Georges pendant très, très longtemps. Pas les dernières années, mais au début, là, dans 2004, 2005, 2006, ça va avec les connaissances aussi d'entraînement. Je veux dire, au début, on faisait du sparring 4-5 fois semaine, on se tapait ça la tête 4-5 fois semaine, puis on n'était même pas en préparation pour un combat, mais c'est tout ce qu'on connaissait. Mais à la fin, je veux dire, quand je me préparais pas pour un combat, je faisais aucun sparring. Je faisais beaucoup de drill, beaucoup de techniques. Je faisais beaucoup de mise en situation. Puis après ça, quand je me préparais pour un combat, je faisais 2 sparring par semaine, c'est tout. Un sparring de boxe puis un sparring de vraiment MMA. Parce que tu n'as pas le choix, à un moment donné, de te rapprocher de plus près de la réalité pour faire des simulations. Faut que ça spécifique à ton sport aussi, dans ton entraînement. Oui, exact. Mais sinon... avec les connaissances d'entraînement aujourd'hui, puis savoir les connaissances du coup à la tête aussi, puis comment que les athlètes prennent soin de leur corps, encore beaucoup aujourd'hui, la nutrition, l'alimentation, puis ils ont compris que leur outil de travail, c'est leur corps. Les gars font beaucoup moins, ou les filles, les athlètes, ils font beaucoup moins de sparring, puis ils comprennent que ça n'a rien d'avoir recevoir beaucoup de coups à la tête là, en entraînement. Là, c'est pas mal ça que tu vas recevoir en vrai combat. Fait que, ménage ta tête, ménage les outils que tu as. Si moi j'allais me battre, je pense que j'aimerais quand même peut-être manger une coupe de coups avant. Question de me dire, OK, ça ressemble à ça un coup environ. Oui, ben c'est ça, je te dis. Quand tu te prépares pour un combat, tu vas faire des mises en scène, tu vas faire du sparring, mais plus comme avant. Avant, ils faisaient du sparring à tous les jours. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Je suis déjà allé à un gym à Las Vegas qui s'appelait Extreme Couture dans les années 2007-2008. Il faisait à peu près 5-10 minutes sur le sac, il faisait du sparring pendant 2 heures de temps. Wow. Les gars finissaient, ils avaient mal à la tête, puis ils n'étaient plus capables de performer après, puis ils plafonnaient parce que tu t'améliores pas en faisant du sparring. Le sparring sert à te rendre le plus près de la réalité. Mais si tu veux t'améliorer, il faut que tu fasses des drills, des répétitions, puis il faut que tu fasses des mises en situation. C'est comme ça que tu vas tenter. Tu vas augmenter ta qualité de sparring justement face au drill que tu as appris. Ça n'a rien de faire du sparring, c'est pas de drill. Tu vas appliquer ce que tu as appris en théorie dans le sport par après. Mais si tu n'apprends rien, tu appliques fuck all. Puis aujourd'hui, mettons, tu vas au gym, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes workouts? À quoi ça ressemble? Ben écoute, je fais encore du jiu-jitsu avec les boys. Je fais plus de boxe. Moi, j'ai pris ma retraite pour plus recevoir de coups de poing sur la tête. C'est mon point. J'ai une famille aussi à cette heure. J'ai pas besoin de ça. J'étais payé pour recevoir, pas pour recevoir, mais j'étais payé pour faire un sport que j'allais recevoir des coups de poing sur la tête. Là, je ferais pas ça gratis, certain. J'ai pris ma retraite pour faire ça. C'est drôle parce que quand j'ai pris ma retraite, je pense 1 mois ou 2 mois après, il y a Yvon Michel qui m'appelle puis il m'a demandé si je voulais devenir le partenaire d'entraînement de Berthébiev. C'est un des boxeurs là, qui cogne le plus fort quasiment au monde, là, qui reste à Montréal. Ça donne le goût, ça. Tu m'en parles. Moi, Chris. J'ai dit non, ça arrivera pas. Je dis, t'es pas bien. Je dis, ça arrivera pas. Puis, tu sais, moi, une chose qui était super importante pour moi quand ma fille est née, j'ai fait un combat en étant papa. Puis, tu sais, dans mes 15 dernières années, je me suis fait frapper plus fort dans mes 2 derniers combats que dans tous mes autres combats. Ah ouais? Parce que les coups, tu vieillis, tu as moins de réflexes, je voyais moins venir. Pas parce que mon menton était moins bon, c'est juste que, c'est ça, des coups, je voyais moins venir. Puis moi, je me suis jamais fait knocker de ma vie. Je me suis jamais fait passer le KO. C'est jamais arrivé. Mon menton m'a sauvé une couple de fois, mais tu apprends à rouler avec les coups aussi. Mais il reste que j'avais quand même une bonne capacité d'encaisser des coups. Puis après ces 2 combats-là, ça aussi, ça l'a joué dans la balance. Tu sais, moi, ma fille, puis là, j'ai un gars d'1 an, là, mais tu sais, ma fille, elle sait ce que je faisais avant. Mais quand elle va être plus vieille, là, elle va aller voir des images ou de quoi de même, c'est sûr. Mais des images de moi de knock-out à terre ou en convulsion, des vidéos ou whatever, ça n'existe pas. Puis moi, c'était super important que mes enfants ne voient jamais ça. Fait que ça aussi, ça a pesé dans la balance. Y a-t-il beaucoup d'autres athlètes comme toi qui n'ont jamais eu de knock-out? Ça arrive souvent? C'est beaucoup de combats que tu as fait dans ta vie, là? Oui. Combien de combats que tu as fait? 37, je pense. Ouais, pas loin de ça. Moi, je te le dis, si tu me bats 37 fois, il y a une couple de vidéos sur YouTube de mon convulsion en terre qui bouge, là, c'est sûr. Ouais, mais honnêtement, je suis né avec, on appelle ça un bon menton, là, je suis né avec une capacité d'encaisser des coups. Puis c'était ça mon style en plus, là, au début, dans les débuts de l'UFC, les 2 gars se plantaient dans plein milieu, puis ça se tapait. Là, c'est ça. Puis moi, j'avais fait partie de cette génération-là avant que ça change d'une génération plus technique.
Mais c'est ça. Mais tu nais avec ça ou tu l'as pas. Tu peux pas aller au gym et dire OK, frappe-moi sur le menton pour l'endurcir. Non, ça va faire pas mal de mal le contraire, je te confirme. C'est clair. Puis qu'est-ce que tu as en tête pour les prochaines années? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben écoute, mes investissements dans mes entreprises, ça va super bien. Le gym, écoute, nous autres, notre gym, j'ai pas parti ça pour faire de l'argent, on s'entend. J'ai fait ça pour partir de quelque chose avec des chums, mais pour avoir d'autres opportunités, puis c'est ça que ça nous a amené. Ça nous a amené beaucoup d'opportunités, des connaissances avec d'autres mondes qu'on fait de la business aujourd'hui avec. Moi, j'étais un gars beaucoup de contacts. Hein. J'étais un gars qui aime être bien entouré. Puis tout le monde a de l'air de trouver que je suis éparpillé. Moi, dans ma tête, c'est assez clair parce que j'ai beaucoup de branches à gauche, à droite. Ouais. Je suis comédien maintenant aussi. J'ai vu une photo que t'es en policier, je pense. Ouais, là, ça, j'ai pas pensé encore, mais là, je peux officiellement dire que je suis comédien parce que ma scène dans Virage, elle a passé la semaine passée dans la série Virage. Donc là, c'est officiellement, je suis officiellement comédien. Je passe à la TV en tant que comédien. Mais ça, c'est super le fun. J'aime bien ça. Puis avec la pandémie commence, je faisais beaucoup de conférences qui étaient basées sur mon premier livre qui s'appelait Tout est possible. Je faisais beaucoup de conférences dans les écoles, dans les entreprises aussi. Une conférence qui est basée sur la motivation et la résilience. C'est quelque chose que tu voudrais continuer à faire? Ben oui, j'adore ça. J'adore ça. Ma conférence est super bien faite. Puis écoute, je suis capable de l'adapter à toutes sortes de publics. Puis, autant business que, mettons, école. Exactement. Puis, tu sais, je parle de contrôler le contrôlable, je parle que je crois pas à la chance, puis j'explique pourquoi dans différentes sphères de la vie. Tu sais, j'ai déjà donné une conférence à des écoles secondaires, puis le lendemain, je donnais une conférence à un coloc de coiffeuse. Tu sais, mais le message... Le contenu est pareil, c'est ça. Hein? Le contenu est pareil. Le contenu est pareil. C'est juste l'adaptation de qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ouais. Il y a comme une tendance à tout ce qui est développement personnel, justement, là. Coach de vie, développer, etc. Puis il y a beaucoup de gens qui en font. Puis moi, je suis all-in là-dedans, dans le sens où ça peut t'aider, mon chum, là. All-in. Puis il y a un truc de RAD qui est sorti la semaine passée où ce que le gars, il teste des coachs de vie, puis des gourous, entre guillemets, puis des gens qui donnent des conférences, puis il va les voir, puis il rencontre. Puis c'était un peu judgmental, c'est un peu comme... Ben, écoute, moi, je peux comprendre ça. Écoute, je me considère pas comme un coach de vie. Absolument pas. Moi, personnellement, j'ai de la misère avec ça, mais si ça l'aide du monde, c'est correct. Ça. Mais tu sais, j'en ai vu des coachs de vie, c'est quasiment des preachers. Là, à un moment donné, moi, tu connais Eric Thomas, le preacher? Oui. Sauf que ça, mais à mes yeux, c'est comme... C'est un des tops dans ce qu'il fait. Parce que moi, ça me parle. Moi, c'est le genre de truc, c'est le genre de gars, j'ai un tatou de lui ici, mon chum. Parce que, tu sais, une phrase, c'est comme toi, ta phrase, c'est contrôler le contrôlable, change ta vie. Ben, si c'est Eric qui a dit un truc, une phrase qui a changé la mienne, ben, il y a peut-être Céline qui est à Longueuil, qui elle est chez eux à son salon, puis qui te reçoit, puis qui va se dire une affaire. Tout le reste peut être un peu de la merde, mais cette phrase-là, ce déclic-là va faire comme Céline, merci. Ben, ça, t'as raison. C'est ce que je crois. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps la même chose. T'sais. Moi, là, je partage la motivation et la résilience à travers mes expériences personnelles. Mais en même temps, je donne des exemples sur la vie de tous les jours aussi, que ça aurait pu arriver aussi. Exact. Fait que, tu prends le message ou tu le prends pas, ça t'appartient, mais si ça peut aider une personne sur les 5 qui sont là, hey, ma job va être faite. Mais je fais pas ça pour... Non, c'est pas vrai. J'allais dire je fais pas ça pour aider personne, c'est pas vrai. Je fais ça pour partager. Je pense que mon parcours à moi, d'où ce que je viens... moi, je viens d'un petit village de Saint-Narcisse de 800 habitants là, dans Saint-Narcisse? Saint-Narcisse de Rimouski, qui est dans le bas du fleuve, 800 habitants. Il n'y a pas grand monde qui est sorti de là. Moi, j'ai tout le temps, être né pour un petit pain, je ne crois pas à cette phrase. Je pense que c'est une phrase qui est pour les défaitistes. Mais moi, je suis né pour un petit pain. Non. C'est une des phrases les plus destructrices que tu peux dire à voix haute. Puis moi, je suis le meilleur exemple. Je veux dire, je suis né dans un petit village, j'ai été élevé par une mère monoparentale, on a vécu sous le seuil de la pauvreté, puis je suis devenu un des meilleurs au monde dans mon sport. Mais c'est pas parce que j'ai eu les moyens financiers extraordinaires, parce que j'ai travaillé, puis j'ai pas travaillé plus fort qu'un autre. J'essaie pas de dire que j'ai travaillé plus fort qu'un autre, mais j'avais un objectif, puis je pense que c'est ça qu'il faut que tu aies dans la vie. Il faut que tu aies un objectif, il faut que tu trouves une passion. Puis là, quand tu vas trouver ta passion,
ben tu y vas. Faut pas que tu aies peur d'oser non plus. Faut pas, le monde a peur d'avoir peur aussi. C'est ça qui me fait capoter. Fait que, moi, j'aime mieux vivre avec des regrets, avec des remords qu'avec des regrets. J'aime mieux dire, j'aurais peut-être pas dû faire ça, à place de dire que j'aurais dû le faire. Non, c'est clair. Fait que, mais c'est une manière de penser qui est pas partagée par tout le monde, puis c'est bien correct comme ça, parce que sinon, ça serait plate. Ouais. Il y aurait trop de gens comme toi. Ouais, c'est ça. L'Octogone serait rempli de monde qui punch avec des points. On se à... parlerait pas parce que on serait trop pareil comme moi. Mais mon point pour la conférence, c'est pas de dire que tu es un gourou loin de là ou un coach de vie, mais dans le sens où il y en a qui donnent des conférences qui n'ont pas vraiment rien accompli. Puis le message peut être super bon aussi, mais toi, tu as clairement le parcours. Puis tu peux clairement motiver des jeunes, des gens en business, peu importe. C'est tellement... le sport, la business, tes relations, tout est relié. Ouais. Tu peux appliquer la même discipline, la même structure d'entraînement dans un sport que dans ton couple, que dans tes amis, ou que ça se met partout dans ta business, peu importe. Fait que vu que tu es quelqu'un qui a réussi à faire des grandes choses, ton parcours le prouve, clairement, tu es outillé pour aider une gang de coiffeuses à s'améliorer en coiffure. Oh ouais, puis tu sais, c'est souvent je dis tout le temps la même chose. Moi, il me posait la question, t'étais-tu nerveux avant un combat? Mais la réponse était non. Puis pas parce que je suis fucké dans la tête, c'est juste parce que j'étais préparé. J'avais pas triché sur mon entraînement, j'avais pas triché sur ma diète. J'arrivais là, j'étais la meilleure version de moi-même. Puis ce soir-là, écoute, si je me faisais battre, c'est parce que l'autre était meilleur que moi cette soirée-là. Mais je vais être déçu, mais je me mettrai pas tout ça sur la faute. Si j'arrivais que tu n'étais pas assez préparé? Rarement. Très rarement. Okay. Très rarement. Mais une fois que t'es comme, Chris, celle-là, là, do hot dog ou barbecue. Non, mais comme, jamais? OK. Non. Puis ça, je peux le dire, jamais. J'ai été nerveux une fois dans ma carrière, puis c'était à l'UFC 86. C'est un combat que j'ai gagné qui m'a amené à mon combat de championnat du monde. Parce que la défaite que j'avais eue, la dernière défaite que j'avais eue, je pense 3 ans avant, c'était face à un gars qui était exactement le même style. Puis j'avais perdu genre en soumission en 1 minute. Puis c'était exactement le même style. Puis j'étais nerveux à cause de ça. Okay. Mais sinon, à mon combat de championnat du monde, c'est le combat que j'étais le moins nerveux de ma vie. J'étais dans le vestiaire, je riais, tout le monde me regardait, je disais, hey, ben fucké, on va se battre contre Anderson Silva, puis il rit, il fait des jokes. Mais, tu sais, dans ma tête, j'étais là, ben s'il me knock au pire, je m'en rappellerai pas. Mais, je veux dire... C'est quand même fou de savoir que tu vas te faire peut-être knocker. Tu sais, il y a un aspect d'ego, il y a un aspect de... Les gens vont me voir. Ouais. Il y a comme 20 000 personnes dans l'aréna, plus les gens qui l'écoutent. Mais tu veux, ça c'est un travail que j'ai fait avec ma psychologue sportive aussi. OK. Je dis, même si il te voit, on s'en fout. Je dis, t'es préparé, tu s'en vas là. Moi, je revenais au gym avant, puis j'avais quasiment honte de revenir au gym après une défaite. Je regardais personne dans les yeux. Ah ouais? Puis là, elle dit, ouais, mais les autres sont là, que tu gagnes ou que tu perds, ils vont être tout le temps là. Je dis, ils vont t'aider pareil, puis ils veulent ton bien. Ils vont pas te regarder, puis il a perdu, puis moi, méchant loser. Ça a été un travail aussi. S'ils font ça, faire, change de cercle d'amis. C'est ça. C'est pas les bonnes personnes qui t'entourent. Ils devraient t'aider à... Exact. Puis tu sais, aussi, moi j'ai commencé avant que les réseaux sociaux arrivent. Puis à un moment donné, là, les réseaux sociaux arrivent, c'est des forums de discussion. Là, tu commences à lire ça, puis là, il y en a un qui taillit, il y en a un qui taillit. Là, tu gagnes un combat, puis le même gars... 2 semaines avant, il taillissait, mais là, il dit « Ah, mais donne-nous un combat de championnat du monde, fait un bon combat, là, tu fais la part des choses. » Puis j'en parle aussi dans ma conférence, justement de ça, des réseaux sociaux, puis que le monde sont affectés par le monde qui les aime pas. C'est que moi, j'ai bien de la misère avec ça. Je dis, mais pourquoi tu essaies de te faire aimer de du monde qui t'aime pas? Prends soin de ceux qui t'aiment déjà, parce que les autres sont là. Fait que, moi, je veux dire, moi, tu me dis que je suis un cave, t'as raison. Fin de la discussion. Je me stinerai pas avec toi pour prouver que je suis pas un cave. Si tu trouves que je suis un cave, OK, man. C'est fini. C'est terminé. Si j'arrivais que la foule, mettons, dans un combat d'UFC que tu as fait, était plus avec l'autre, c'est venu jouer sur ton mental? Non, jamais. C'est un colis? Jamais. Non. OK. Non, jamais. C'était fort? Non, parce que honnêtement, tu n'entends pas grand-chose. Tu entends la foule, tu vas entendre une personne à travers 20 000 qui va dire « Hey, côté, t'es là, tout code. » C'est vraiment bizarre. Mais ton homme de coin, tu l'entends tout le temps. Même si sa gueule, j'entendais tout le temps mon homme de coin, sa voix était tout le temps par-dessus les autres. Ah ouais? C'est comme je te dis, tu rentres dans un... Tes sens là, sont amplifiés par 1000. Tu regardes, mettons, t'es sur le dos, tu regardes le spot, t'es là...
Oh, man, tu fais bien clair. C'est vraiment étrange. Là. C'est dur à décrire. Chris, puis l'équipe qui t'entourait justement là, dans ton corner, est-ce que c'était les mêmes personnes depuis le day one? Oui, presque. Pendant les 10 dernières années de ma carrière, ça a été tout le temps les mêmes qui étaient dans mon cours. Ben, j'avais un head coach. Ouais. J'avais mon coach de boxe qui était tout le temps là. Parce que j'avais juste besoin d'un gars, pour vrai. Là. Mais j'avais le droit d'en avoir 3. Combat de championnat du monde, j'avais le droit d'en avoir 4. J'amenais du monde que j'étais confortable avec eux autres. Je savais qu'on allait avoir du fun. J'avais besoin de mon head coach qui était là. Puis le reste, mon coach de boxe, c'est un Haïtien, c'est un Jamaïcain qui prend rien au sérieux. Fait que dans le vestiaire, on avait du fun, on riait, puis c'était juste ça. Puis le troisième, souvent, j'amenais des amis pour qu'ils filent c'était quoi l'entrée avec moi. Puis comme ça, quand j'en parle, dans des soirées de chum ou des affaires, au moins j'en ai 2-3 qui savent de quoi que je parle. Puis ils sont capables d'échanger. N'importe qui avec toi. Ouais, n'importe qui. Il te met à ses épaules, fait comme si c'était non, il s'occupait de la chaudière. Les autres s'occupaient de la chaudière. Il était tellement nerveux. J'ai un de mes amis, Luciano, qui m'a amené, que je l'ai amené à mon combat de championnat du monde. C'est le 4e gars. Puis il dit, juste la marche vers l'octogone, il dit, j'ai failli tomber sans connaissance. Il dit, tu m'en avais parlé. Mais le vivre, là, il dit, t'as raison. Il dit, c'est inexplicable. C'est complètement quelque chose de complètement unique. Là. Man, j'imagine, c'est ça. Le fait de devoir retourner après ça dans des combats régionaux, ça a dû être tellement dur sur ton orgueil, man. Ça doit être l'enfer. Ouais. Ça a été très difficile sur l'orgueil. Ouais, t'as bien raison. Puis tu veux, après, quand je me suis fait mettre dehors à l'UFC, après mon combat à l'UFC 121... Comment ils font ça? Ils t'appellent? Ils t'envoient un texto? C'est quoi le... Non, il m'a appelé, puis j'ai reçu un papier de release aussi à la maison. Mais tu sais, dépendamment de tes performances, tu t'en doutes un peu. Mais quand j'ai reçu mon release, j'étais chez nous. Puis là, tu sais, même si tu en attends, ça fesse pareil. Là, je veux dire, toute ta vie, quand tu fais un sport, tu veux rester dans les plus grandes ligues. Moi, je m'étais battu pour le championnat du monde. J'avais joué pour la Coupe Stanley. Mon sport, 2 ans avant, là, je me fais mettre dehors. Là, j'étais fuck, OK. Puis, tu sais, je savais pas si je voulais continuer. J'avais 30 ans. Puis là, j'étais là, ça me tente-tu vraiment de refaire des sacrifices, tu sais, rendu où ce que je suis rendu là dans ma vie. Puis pendant 3 mois de temps, je peux aller au gym. Pas tout. J'ai resté chez nous, j'ai chillé. Ah ouais? Ouais. Je n'étais pas en dépression, mais j'étais comme whatever. Puis après 3 mois, je dis OK, là, je retourne au gym aujourd'hui, je vais savoir si ça me tente. Puis quand je suis arrivé au gym, j'ai mis le pied sur le tapis, j'ai fait OK, on y va encore. Tu sais, le feu est comme revenu tout de suite. Puis là, on est reparti sur une séquence, puis on est retourné au UFC 1 an et demi après. Chris, c'est hot. Mais la passion, man, ça drive tout. Tout. Il faut que les gens comprennent, aimer ce que vous faites, aller vers ce que vous aimez. T'as raison. Man, c'est à l'intérieur, là. C'est le feu, c'est le sentiment que t'as. C'est là que tu vas te sortir de ta zone de confort, souvent. Puis c'est là que tu vas découvrir les meilleurs aspects de toi-même. Tu sais, moi, quand je suis sorti de l'armée, là, j'ai brisé mon contrat, j'avais rien. Là, tu sais, je me suis vraiment mis dans une zone d'inconfort pas mal fois 1000. Là. Et quand tu brises ton contrat, il arrive quoi? Il arrive rien. Fuck all. Il est dehors. Là. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que après 3 ans au UFC, l'armée m'a rappelé pour que j'aille donner des séminaires. Ben non. Je te jure. C'est drôle. J'étais allé. Ouais, j'étais allé. Il chargeait un peu cher, mais j'étais allé. Ouais, t'avais fait de demander, Chris. OK. Patrick, 5 questions de la fin que tu as reçues. Question numéro 1. Souvent que la réponse est bateau, mais je la pose pareil. Quand tu es stressé, anxieux, qu'est-ce que tu fais? Même si tu l'es jamais, Chris, clairement. Le peu de fois que tu l'es, mettons. Ouais. Bateau, sûr et certain. Ou je joue de la musique. Je joue de la guitare dehors, sur le bord d'un feu, là, chez nous. Je sors dehors. Puis, je joue de la guitare. Avec un petit scotch, tranquille, relax. T'es-tu bon en guitare ou. Je suis très bon autour d'un feu. C'est ça, j'allais dire. Mais je suis pas un guitariste. Avec du scotch. C'est ça, ça va aider. Je suis pas un guitariste. Mais je peux te jouer des tunes pendant toute une soirée. Ah ouais? Mais je peux pas. Je serais pas dans un band. Ça te parle pas assez pour que tu. Moi, je joue de la guitare pour le fun. On sait pas, Chuck. T'es comédien. Peut-être que dans 2 semaines, mon gars, il va avoir un album de Patrick Côté. Un album? Pas moi qui va chanter, je le confirme. Non, mais un band ou whatever. Deuxième question. C'est un podcast dans le but d'inspirer. T'en as un déjà, mais à part le monde de combat, mettons, qui t'aurait, comme Québécois, Québécoise, que tu voudrais avoir podcast qui t'inspire?
Et boy. Du monde qui n'ont pas eu peur de tout laisser aller pour faire leur passion, justement. De mon ami Alexandre Champagne, je trouve qu'il a fait ça. Alexandre Champagne. Il est photographe, ça. Maintenant, il est photographe, mais il y avait une mine d'or avec 3 fois par jour. Il a monté quelque chose de solide. Puis, lui, en plus, il a fait l'École nationale de l'humour. Il a fait un show, puis il s'est rendu compte que c'était pas fait pour lui. Là. Fait qu'il aimait mieux être en arrière de la caméra. Fait que je trouve que ça, c'est inspirant parce que lui, il a suivi ce qu'il aimait vraiment. Fait que, des choses comme ça. Puis, des Jonathan Roberge. Jonathan Roberge, je le connais bien aussi. C'est drôle parce que les deux ont fait contrat de gaz ensemble. Mais, je le connais super bien. C'est un gars qui m'inspire beaucoup parce que, à cause de la maladie de son gars qu'il a eu, il a tout le temps été super fort. Puis, à la place de s'apitoyer sur son sort, il a dit non. Il dit on va pas brailler à cause de ça. On va passer à travers. Puis, on va battre cette affaire-là. Puis, ça a marché. Ouais. Fait que ça m'inspire bien gros, ces affaires-là. OK, cool. Niveau film, livre, t'es-tu un gars qui lit ou non? J'ai lu mes 2 livres. Moyen, je te dirais. J'ai eu des biographies. J'ai lu la biographie de Mohamed Ali puis d'André Agassi. Ah, mais c'est clair, c'est ça. Ouais. Mais au début, je pense que c'est ça. Moi, mettons, je suis pas un grand lecteur. Maintenant, vraiment plus qu'avant. Mais j'ai commencé à retrouver goût dans la lecture grâce aux biographies. Parce que ça... Moi, un roman, là... Non, c'est ça. Moi, j'ai... Ben là, maintenant, oui. Maintenant, je te dis, j'ai fait un roman. Sauf que, mettons, 2 ans, là, lire un roman, je trouve ça inutile. C'était long, man. Je suis comme, on s'en calisse, même pas vrai. Dans le temps, c'était ça. Je suis comme, pourquoi je dirais ça? Ce n'est pas vrai. Un film, ça va, c'est 1h30. Un livre, ça en prend 2 semaines. Comme c'est long dans le processus. Ben, je te dirais peut-être dans 4-5 ans, je vais peut-être avoir le temps. Là, mais là, j'ai une petite fille de 5 ans et un gars d'1 an. Quand ils sont couchés, je vais me coucher, moi. T'écoutes plus des films ou non? Ouais, j'écoute plus des séries, je te dirais. Qu'est-ce qui t'a marqué récemment? Je pense comme tout le monde, The Squid Game, je l'ai écouté en 2 jours. Là, moi, j'ai tellement pas aimé. Là. Non, mais ça se peut. Écoute, j'ai écouté, tout le monde m'en parle, là, tous mes clients m'en parlent, non-stop. Je suis d'accord avec toi. C'est moins bon que je pensais, que je m'étais l'effet de vendre. Peut-être ça aussi, oui. Mais tu sais, quand il y a beaucoup de hype autour de quelque chose, des fois, tu t'attends à quelque chose. Mais sinon, la dernière série que j'ai vraiment trippé, c'est Animal Kingdom sur Netflix. C'est des surfeurs qui sont des voleurs aussi. C'est écœurant. Ah ouais, Animal Kingdom. Ouais. Okay. Puis les livres, on en parle un peu. T'écris toi-même tes 2 livres? T'as écrit au complet? Ou t'as un co-auteur qui vient t'aider? Écoute, j'ai 2 livres, j'ai jamais tenu un crayon dans mes mains. Non, j'ai 2 ghostwriters qui ont fait ça avec moi. Pas pour moi, mais avec moi. L'affaire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en 2016, j'ai rencontré Mylène Grégoire, qui est écrivaine, mais elle faisait des biographies des hommes d'affaires. Puis finalement, on a commencé à jaser, puis elle a trippé sur mon parcours. Elle a trippé de la manière que je pensais aussi. Puis ça a pris vraiment du temps, par exemple. Ça a pris 2 ans avant de faire ce livre-là, qui est un peu plus intime que mon deuxième livre. Le premier livre, c'est vraiment plus intime sur mes valeurs, ma manière de penser. Comment j'ai fait pour revenir au sommet quand j'ai eu des grosses montagnes russes dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Fait que ça a été basé là-dessus, puis finalement, on a trouvé le titre qui s'appelait « Tout est possible ». Puis on est parti de là. Fait que ça a été fait avec une petite maison d'édition qui s'appelle l'Édition Performance, qui était parfait pour moi dans ce temps-là. Puis ça a été, écoute, je suis super fier de ce livre-là. Puis ma conférence est basée sur ce livre-là aussi. Là. Puis, il y a 1 an, on a sorti un autre livre avec mon agence, qui est PPS Canada, puis mon gérant, que j'étais avec eux depuis 2 ans. Avec les éditions de l'Homme, qui s'appelle Dans l'Octogone, parce qu'on voulait démystifier ce sport-là. C'est une encyclopédie, c'est une bible d'informations sur le sport qui est, évidemment, au début, on parle des règlements, on parle des affaires normales, pour mettre en contexte, mais après ça, on parle du respect des combattants, on parle de la déshydratation, on parle de qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Je partage des expériences personnelles, dont l'histoire de Chris Lieben que je t'ai conté tantôt. Il y a Valérie Letourneau, tu as David Loiseau, Corinne Laframboise qui font des témoignages là-dedans, qui sont des combattants professionnels aussi, qu'il y en a qui ont réussi, puis qu'il y en a qui n'ont pas réussi. C'est quoi la ligne entre les deux? C'est quoi la ligne entre
lui qui a réussi puis lui qui n'a pas réussi, mais les deux s'entraînent ensemble, puis au gym, sont pareils. Ils sont bons quasiment pareils au gym. Fait qu'il en parle souvent. David Loiseau, lui, s'est battu pour le championnat du monde au UFC, puis après ça, il y a une descente aux enfers complètement. Il explique c'était quoi la pression du sport dans ce livre-là aussi. Fait que c'est super intéressant. Puis on est vraiment content parce qu'on est proche du best-seller. Là, pour un livre qui ne s'adresse pas à tout le monde, on s'entend. Non, exact. Mais honnêtement, moi, là, que tu aimes ce sport-là, que tu l'aimes pas, je m'en fous bien raide. Là. Pour vrai, je m'en contre-torche, sérieusement. Là. Mais ce que je veux faire avec ce livre-là, c'est que d'amener un respect envers les athlètes qui le pratiquent. Totalement. OK? Puis ça, pour moi, c'est important. Que tu finisses de lire ce livre-là, puis tu te dire ah non, j'aime pas ça, ce sport-là. Mais au moins, tu sais pourquoi à cette heure. Ouais. Ça va aller plus loin que juste deux gars d'une cage qui se tapent dessus. Ah, c'est jugement envers le sport, là. Si tu regardes ça, c'est sûr que tu regardes deux gars dans une cage qui se frappent. Des bonnes chances que tu n'aimes pas ça. T'sais? Mais moi, avec ce livre-là, je veux que le monde aille plus loin que la première image. Tu sais, du patinage artistique, moi, j'ai ça, mais je suis pas capable de faire 3 tours dans les airs et tomber sur une lame. Là. Mais j'ai un respect pour ceux qui font ça. Exact. Mais l'affaire, c'est que c'est le plus vieux sport au monde. Se battre, c'est le plus vieux sport au monde. Fait que tout le monde pense qu'ils sont capables de faire ça. Tout le temps, tu chicanais avec ton cousin dans la cour ou dans la cour d'école, tu t'es déjà battu. Ah, il me semble que je suis pas pire, il me semble que je suis pas pire. J'en reçois encore des messages là, sur mes réseaux sociaux, là, dans le privé. Je pense que j'aurais du potentiel, j'aimerais que tu me prennes sur ton aile. Non, ça n'arrivera pas. J'en reçois toutes les semaines. Là. Mais le monde, il pense que c'est facile parce que c'est comme inné en dedans de nous autres. Mais tu coaches un peu de ça, non? Un peu de MMA, tu coaches un peu là-dessus? J'en coach un. J'en coach un parce que c'est un ami. C'est précis. Puis il me l'a demandé. Okay. J'ai pas le temps. Je veux pas prendre le temps non plus. Okay. C'est pas quelque chose qui m'intéresse de devenir coach à temps plein ou donner beaucoup de temps à du monde pour faire ça. Il y en a qui m'appellent des fois des combattants professionnels, puis j'ai dit ouais, je peux t'aider pour une couple d'affaires, mais je te suivrai pas pendant. Consultant, entre guillemets. Là. Exactement. Sauf lui, Yohan Nenes, on s'en va à Las Vegas à la fin du mois. Il va se battre pour une série qui s'appelle The Contender, qui est comme une audition pour l'UFC. Fait que si tu gagnes ce combat-là, tu as un contrat pour le UFC. Ah, OK. Fait que c'est un bon ami à moi. Puis à son dernier combat, il se battait à Philadelphie d'une autre organisation, puis il m'a demandé de l'aider. Puis je l'ai aidé beaucoup, puis il a comme tombé en amour avec mon approche. Fait que là, il m'a demandé que je m'occupe de lui à temps plein si j'avais du temps, puis il aimerait vraiment ça. Puis j'ai dit oui, mais ça va être une expérience qui ne pense pas qu'il va se répéter. Pas parce que j'aime pas ça, parce que c'est pas dans mon intérêt. Je le fais parce que j'aime beaucoup ce gars-là, puis c'est un ami, ça. Puis je pense qu'il y a du potentiel. Puis surtout, il est coachable. Ça veut dire que, je vais te dire de quoi, si tu n'abstines, pourquoi tu viens me voir? Ah ouais, c'est lui, il l'applique, là. Exact. Lui, il l'applique, il dit jamais rien. Je dis pas que j'ai la science infuse, que je connais tout, mais si toi, c'est toi qui viens me voir, je vais pas commencer à m'abstiner avec toi. Là. Si c'était mon coach à MMA, tout ce que tu me dirais, je ferais oui, d'accord. Ben, je pense que, qu'il y a avec l'expérience, tu peux développer un fighting IQ, qui est une approche d'un combat que tu vas voir complètement de l'extérieur. Puis, le gros avantage que moi j'ai sur peut-être les autres entraîneurs, c'est que je commande tellement de combats que ça m'a aidé à devenir un bien meilleur combattant en commentant des combats parce que je vois tellement de situations. Tu analyses tellement plus. J'analyse, exact. Je suis devenu un bien meilleur combattant à cause de ça. Puis aujourd'hui, je pense que je suis un bien meilleur coach ou pédagogue pour montrer ce sport-là à cause de ça aussi. Mais je savais pas que tu animais des émissions où tu parlais des combats pendant que tu combattais. Ouais, j'ai déjà fait la même 2 fois, je l'ai fait dans la même soirée. Je me suis battu à Montréal, je me battais je pense qu'il y avait 13 combats, je me battais le 7e combat. J'ai gagné mon combat, j'étais allé me changer, puis j'étais allé finir le show à Ringside pour RDS. Fait que t'as gagné le combat ce coup-là. Ouais, exact. C'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 2 fois à Montréal. Là. Ah ouais, shit, c'est fou, raide, ça. Les réalisateurs capotaient. Ils disent, ben ouais, donc, qu'est-ce que tu fais là? Non, on fait de la chose, ça va être écœurant. Chrisette. On était rendu à la 4e question. Ouais. Qui était, oui, la plus grande leçon ou une des plus grandes leçons que tu as su apprendre avec le temps. La plus grande leçon. Une des, si tu veux. Ouais.
Je te dirais d'être ouvert d'esprit. Ouais. De prendre les conseils de tout le monde. Okay. Et à la fin de la journée, tu mets ce que tu veux pas aux poubelles. Mais d'écouter le monde. Moi, je pense que c'est une grande qualité que le monde devrait avoir. Tu sais, je parle souvent, mettons, moi, je suis ceinture noire, je suis brésilien, une ceinture blanche, il va venir me voir, puis il va dire, hey, regarde, si tu fais ça demain, ça va peut-être marcher. Je ne vais pas l'envoyer chier. Je vais l'essayer, puis ça se peut que ça marche. Je connais pas tout, là. Mais ça se peut que ça marche. Puis si ça marche pas au bout de la ligne, ben, je vais le mettre aux poubelles à la fin de la journée, puis mais je vais l'avoir écouté. Puis moi, j'avais pas un grand talent dans ce sport-là, honnêtement, puis j'en suis conscient, puis c'est bien correct, puis je suis très conscient de ça. Mais j'ai réussi à me rendre au plus haut niveau justement parce que j'ai écouté. Justement parce que j'avais l'esprit ouvert, puis je prenais les conseils de tout le monde. Parce que je n'étais pas fermé à rien. Puis mon écoute a comme pris le dessus sur le talent que j'avais. Ça, c'est sûr. C'est clair que ça aide de... Tu sais, on sait jamais qui te parle, tu sais. Fait que la ceinture blanche, peut-être que c'est un futur champion du monde. Never know. Qui est déjà en avance, fait qu'on sait jamais. Ça prend 5 secondes d'écouter le conseil. Mais tu sais, quand tu es vraiment bon dans un sport, c'est peut-être là que c'est pas dangereux, mais c'est peut-être là que c'est dur de dire, bah allez, fais 20 aussi que je fais, là. Comme ton conseil, ça va. J'en ai vu d'autres, tu sais. Ouais, mais tu me demandes la meilleure leçon que j'ai eue, je te dirais c'est ça. Je te dirais que c'est... Puis, tu sais quoi? C'est lui qui va te dire ça, là. Probablement que le combat d'après, là, il va se faire torcher, là. Puis là, il va dire, ouais, j'aurais peut-être dû l'écouter. Si j'avais appliqué cette truc-là. On ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais juste écouter le monde. T'sais, écoutez ce que vous avez. Dans n'importe quelle sphère de la vie. Quelqu'un te parle, écoute-le. Lâche ton téléphone, écoute-le. Regarde-le dans les yeux, écoute-le. Puis au pire, si ça ne t'intéresse pas, ben après, mets ça aux poubelles. Mais il y a peut-être une affaire là-dedans qui va dire OK, c'est peut-être bon, ça, c'est peut-être correct. Le monde ne s'écoute plus. Aujourd'hui, c'est vrai. Mais dans le sport, moi, je pense que il faut t'écouter, il faut que tu prennes les conseils de tout le monde, pour que tu sois capable de te bâtir, surtout dans mon sport, d'être le plus complet possible. Il faut que tu sois capable de prendre à gauche, à droite, tout ce que tu peux pour être capable de mettre ça ensemble. Mais tu sais, je pense qu'on écoute moins les gens parce qu'on a trop accès à du contenu, tu sais. Comme je peux interagir avec des gens sans écouter sur Internet. Je joue au Facebook puis je suis rempli de contenu qui me parle. C'est comme si j'entends pas vraiment tout ce qu'il y a. Il y a tellement de contenu que... Je veux dire, parce que je fais quelqu'un... Parce que moi, je fais tout le temps la même joke. Là. Mettons, je montre quelque chose au gym. Là, tu me dis, c'est malade. Ça. Ben, ouais, j'ai pogné ça sur YouTube. C'est tout le temps la même joke que je fais. Mais c'est ça. Tu peux pas... Tu peux avoir des idées, mais à un moment donné, tu ne viendras pas champion du monde en regardant des vidéos sur YouTube. Non, mais nous, sûrement que les meilleurs conseils ever que tu vas avoir s'appliquent à toi aussi. Si je te parle à toi directement, je te donne un conseil via vraiment ce que je connais de toi. Fait que le conseil va te rendre de meilleure qualité parce que je te parle à Patrick Côté et non à pour être le gagnant. C'est comme c'est spécifique à quelqu'un. Puis chaque entraîneur serait supposé être capable de s'ajuster à l'athlète qui est en avant de lui. Chaque entraîneur là, devrait être capable d'avoir plusieurs façons d'entraîner pour s'ajuster à la personne qui est en avant. Si tu as juste une façon d'entraîner, ça va être difficile. Là. Ou tu vas avoir un athlète. Ou tu vas avoir un athlète, où ils vont tous se battre de la même façon, puis à un moment donné, ça va venir te rechercher. C'est sûr et certain. Il faut que tu sois capable de t'adapter à tout le monde. Puis je pense que l'important, c'est de ne pas changer. Là, je parle encore pour mon sport, là, mais c'est de ne pas changer le style de ton athlète. C'est tout le temps, moi, je suis pas un game changer. Je suis un game adder. Je vais te donner plus d'outils, mais je ne changerai pas ton style. Si toi, tu aimes ça rester debout, tu aimes mieux rester debout puis frapper debout, je ne vais pas te transformer en super gars de jiu-jitsu. Je vais te donner des outils si le combat va à terre, mais je ne vais pas te dénaturer. Puis souvent, ça arrive dans ce sport-là. Ah ouais, les coachs essaient de tourner les athlètes. Parce qu'il manque de ressources, il manque de connaissances. Il manque de connaissances pour s'ajuster à chaque individu. Ah, ok, je vois. Cinquième question, dernière question, c'était, je parle mes questions, 60 secondes pour parler avec la terre entière. Qu'est-ce que Patrick Côté dit? Tout le monde t'écoute, là. Tout le monde. Hey boy, ça va finir un jour, vous savez, ça va dans 60. Regarde, je pense que... Hey, c'est dur, hein?
C'est pas... Mais ça, souvent, j'envoie les questions à l'avance. Ouais. Comme ça, les gens ont accès Exact. aux questions puis ils peuvent y penser. 60 secondes ou 60 minutes? 60 secondes. 60 secondes. 60 minutes, c'est long, on est Ah, je sais, mais là, je veux savoir combien de temps il me reste Là, tu fais ta conférence au complet, mon chum rendu là. Je veux savoir combien de temps il me reste de temps à vivre. Écoute, c'est dur pour moi. Attends un petit peu. Moi, penser à ça. T'as le temps, c'est un podcast. Donne-moi 30 secondes. T'as le temps. Mais 60 secondes, t'as pas le temps de faire grand-chose. Hein. Mais je vais juste dire, mon message sera peut-être pas gentil. Mais tu sais, je vais dire que j'étais peut-être déçu, justement, de manque d'écoute, de manque d'amour que le monde a envers les autres. Je suis déçu de la jalousie. Tu sais, moi, j'ai pas ça en dedans de moi. Je comprends pas le monde qui sont jaloux, qui envient les autres. Moi, je suis content. S'il t'arrive quelque chose, tu gagnes à la loterie, whatever, je suis content pour toi. Tu sais, je suis pas en fâché de ce qui t'arrive. Fait que, tu sais, j'aimerais ça dire ça. Puis, je vais dire à la fin, je vous l'avais dit, riche, pauvre, malade en santé, on va tous mourir à un moment donné. Fait que, pourquoi pas s'aimer? Ouais, ben, en gros, c'est ça. C'est vrai, tu sais, en bout de ligne, mais je pense que c'est quelqu'un d'heureux. Je suis fondamentalement heureux. Ouais. C'est ça. Je pense que ça joue sur le fait que t'es moins anxieux, t'es moins stressé, t'arrives à être moins fâché rapidement, que t'as plus d'écoute. Mais j'ai travaillé pour être heureux. Ouais. J'ai travaillé sur moi-même. J'ai consulté pour être heureux. J'ai pris des ressources pour que je sois heureux. J'ai pas... Comment je peux dire ça? J'ai pas une grande éducation académique. Mais je pense que j'ai une expérience de vie qui peut m'amener à être heureux sans tout connaître. Exact. J'ai des enfants en santé. J'ai le privilège d'avoir une famille qui est unie. La mienne, je parle. Puis, j'ai le privilège d'avoir des amis proches. J'ai énormément de connaissances, mais j'ai pas beaucoup de super bons amis. Puis ça, je le répète tout le temps, puis je suis pas gêné de dire ça. Je veux dire, moi, je dis tout le temps à qui je passais mon char, il n'y en a pas tant que ça. mais au bout de la ligne, être heureux, là, c'est tellement... c'est superflu, ça passe. C'est différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont être heureux avec 20 millions, puis il y en a d'autres qui vont être heureux avec 20 piastres. C'est dépendamment, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton style de vie, c'est quoi tu veux atteindre, c'est quoi tu veux, c'est ton reach, c'est quoi ton goal, tu sais. Mais c'est ça, au bout de l'année, je pense... Au lieu d'un bateau, mettons, tu avais une chaloupe là, sur l'eau. Est-ce que ton moment serait aussi beau? Oui, parce que moi, c'est sûr être sur l'eau. C'est là mon moment. Ouais. C'est pas... j'ai des bateaux parce que j'ai le moyen de m'en payer un. Mais c'est pas la grosseur du bateau qui fait que j'aime être sur l'eau. C'est le moment paisible que je suis sur l'eau puis que j'ai pas besoin de rien penser puis je me laisse bercer par les vagues. Là, mais je pense être heureux, c'est un travail de tous les jours. Mais tu parles de consulter, mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que... Ça va au point de tantôt, tu sais, de... Même si t'es athlète, même si t'es pas un athlète, peu importe quand t'es, consulter, je pense que ça devrait être la base. T'sais, on prend tellement soin de notre corps, de notre santé. Je dis on comme c'est tout le monde, là, mais il y a des gens qui devraient faire plus. Là, mais on est des gens qui, en général, s'entraînent, mangent plus bio, tout ça. Mais si mentalement, t'es pas assisté, on n'est pas outillé pour tous les changements qui se passent en ce moment. On n'est pas outillé pour s'entraîner à une pandémie. On n'est pas... Il y a des gens qui sont plus compétents qui peuvent. Mais je pense que d'enlever un peu le tabou, justement, de... C'est vrai que même là, 4-5 ans, peu de mes amis disaient « je consulte ». À cette heure, c'est rendu plus fréquent. « Ouais, je consulte, j'ai mon psy tantôt ». Tu sais, avant, j'étais comme « t'as un psy ?» Comme, tu sais, quand t'as raison. Quand t'es plus jeune, t'es comme « Chris, t'as un psy ?» Ouais, t'es malade, t'as pas bien, toi, Chris? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'était la base d'aller consulter au moins dans les périodes qui vont pas bien, même si on aurait consulté tout le temps, selon moi, tu sais. Il faut enlever le tabou de ça, il faut enlever le jugement, parce que c'est... Regarde, tu as mis les deux mots. C'est tabou et jugement. Le monde a peur de ce que le monde va penser d'eux autres. Ouais. Et ça, c'est ça le problème. Fait que le problème vient de qui? Il vient pas des autres, il vient un peu de toi. Là. Si tu as peur de ce que le monde pense de toi, là, tu as un gros travail à faire. Là. Parce que fait que... Mais, tu sais, oui, je suis heureux,
mais j'ai travaillé pour être heureux. J'ai eu des périodes quand même assez rock'n'roll. J'ai pas eu de grandes périodes sombres. Honnêtement, là, je vais pas m'inventer des périodes où j'ai voulu me suicider. Là, ça s'est pas arrivé. Mais il reste, j'ai pas eu... J'ai eu des périodes plus difficiles, comme j'ai dit, quand je me suis fait mettre dehors du UFC. C'était ma passion, puis whatever. Dans ma vie personnelle aussi, mais à un moment donné, il faut aller chercher des outils. Il y a des bouées à gauche, à droite. Faut que tu t'ouvres un peu les œillères, puis tu vois que il y a du monde qui sont là pour t'aider. Tu as des situations que tu peux aller, puis à la place de t'enfoncer, ben, prends-en une bouée, là, puis il y en a plein. Non, c'est clair. Mais en ce moment, tu fais plein d'affaires. Fait que je te souhaite un esti de bon. Continue là-dedans. Puis, tu sais, le fait de pouvoir faire plein de choses comme tu fais en ce moment, des podcasts, des trucs. J'ai vu que tu participes à plein de podcasts, tu en parles beaucoup, tout ça. C'est sûr que de donner ton knowledge, de donner du contenu, de ce que tu as vécu de ton parcours, forcément, ça t'aide à être heureux, ça t'aide à pouvoir générer du bonheur, parce que c'est ça, en fait, être heureux, tu sais. Ben oui. C'est de partager ce qu'on a, tu sais. Puis je suis fier de ce que j'ai accompli, je suis fier de ce que je suis devenu, puis je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Avec le travail que j'ai fait. Puis, tu sais, je suis content d'être capable d'avoir le privilège de partager ça. Je suis content d'avoir le privilège d'avoir une vitrine où ce que je peux partager ce que j'ai vécu, ou partager quelle route que je suis passé pour être arrivé aujourd'hui. Puis, si ça peut inspirer une personne sur 1000, tant mieux. C'est un peu ça. Mais je pense que, comme tu as raison, ça m'aide peut-être plus à moi que ça l'aide aux autres. C'est donnant, dans le sens où tu le fais pas juste pour les autres, forcément, ça t'a aidé toi-même. Ouais. Mais merci de prendre le temps, parce que tu aurais pu faire 1000 autres affaires aujourd'hui que venir au podcast. Ça, j'apprécie en Chris. Cool. Puis 2, continue de spread ça. Conférence, Cossin, même les jeunes, là, c'est comme... C'est tellement important avec des jeunes, avec des modèles. Puis des modèles un peu, je vais pas dire hors norme, mais tu sais, d'avoir un gars comme toi qui a fait du combat, qui aujourd'hui réussit sa vie à faire, tu es quelqu'un de super bien articulé, même si t'as pas d'études, même si whatever. Moi, je suis un jeune à l'école secondaire, j'ai pas trop de parents, pas trop de modèles de vie, je te vois arriver sur la scène, tu me racontes ton histoire, je suis comme, wow, ça me parle, tu sais. Fait que, continue de faire ça, je pense que c'est que positif. Merci, man. Merci.